Claude jouait sur la confiance et essayait de construire la confiance avec l'adversaire avant de les trahir pour aller plus vite qu'eux. Du coup, l'adversaire avait du mal à suivre en disant ah non, ils ont pas dû faire ça. Ça ressemble bien à Claude, hein, qui dit toujours oui, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Puis après, C'est que- toc, le truc, il crée des Oui, tests, test trou égale sauf trou. Enfin, sauf que Claude là, c'était un choix délibéré de stratégiste. Dans ma stratégie, je vais faire le gentil, puis après, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Les Cascodeurs Podcast, épisode 338. Le soulèvement des bottes de skills. Enregistré le 16 mars 2026. Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs. On vous prévient, on s'est tous levés à 5 heures du mat. Katia nous a réveillés. Et du coup, on est déjà fatigués, même s'il n'est que 1 heure de l'après-midi. Surtout avec les 30 gosses sur la ligne 6 du métro. C'était Ah C'est oui, ça. ça c'était. J'ai des Épique. conseils. J'ai des conseils d'accompagner un sortie scolaire à 8 heures du matin dans les métros bondés. C'est Et pas t'as fait essayé de les pour pousser- des cœurs faibles. Tu pousses les enfants sur les rails, tu t'en auras moins après. Bah, c'est Ah, ça j'ai- la peur que j'ai eue pendant tout le trajet. En fait, qu'il y aurait effectivement des mômes qui se. T'avais qui peur que s'écrasent. tu les pousses ou t'avais peur qu'ils se... Les deux. C'est ça. J'en peux Voilà. plus. Non, mais en plus, t'as toujours un où, bon, tes gamins, t'arrives à les gérer, tu les connais, enfin, t'arrives ou t'arrives pas, mais au moins, t'es en terrain connu. Et t'as les gamins, tu sens que, ok, leur niveau de limite est vraiment différent et ça te déstabilise de force. Ils se rendent même pas compte de la force, l'impact qu'ils ont sur Et toi. ouais. Faites Ouais. des gosses. Ouais, j'ai failli pleurer à un moment donné. Ouais. Pour vous dire. Ouais, de dire, mais t'arrêtes-toi avec les strapotins, alors que c'était bandé le métro. Il était là avec les strapotins. Ah là là, quelle horreur. Mais du coup, ça me rassure pas pour l'avenir, tu vois. Ça me rassure pas pour l'avenir, mais dans le sens où si je suis plus codeuse et je dois m'occuper des gens, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Non, c'est l'IA qui va s'occuper des enfants. Ouais, mais en Qu'est-ce fait, que je vais devenir? le gamin, il s'appelait Luc, c'est ça? Il s'appelait non, il y en avait un qui s'appelait Nicolas. J'espère que son père n'est pas écouteur de casque. Faut faire les rapprochements. Il est mignon comme tout, mais il n'arrêtait pas quoi. Et, oh là là. Au taquet. Bon, allez, on va parler technique pour nous rassurer, faire partir la larme à l'œil. Et on va se lancer dans les langages. Bruno, Et d'ailleurs, Borges. Arnaud, tu veux pas nous dire un petit Ah. truc avant qu'on se lance ou Ah. tu veux nous dire un petit truc? oh, Ou pas. j'aurais pu mettre sur. Ah, Voilà, donc ceux qui ont la vidéo le voient. Est-ce que je le dis? Donc effectivement, je viens de rejoindre Docker. Voilà. La semaine Voilà. dernière, enfin il y a 2 il semaines. s'est mis un logo sur le cœur. Donc carrément, c'est une Voilà. Bravo. Bravo. histoire d'amour. Bravo. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Et bravo à je- Docker je- surtout. ouais, attends. Il était On en temps. reparlera un petit peu plus loin dans l'épisode. Je vous en dirai plus sur Donc quoi maintenant, je tu vas bosse. être capable de te contenir alors. Je vais me contenir beaucoup. Ouais. Et puis il a des bas de contention, du coup. Bon, je sens que je vais encore morfler pendant quelques épisodes, hein, c'est ça. Ah, bah. C'est surtout que si tu nous fais du genre, ah bah, je peux plus être présent pendant 4 mois parce que maintenant j'ai un métier, ça va pas aller. Ouais. Ah, j'ai un métier, des deadlines, etc. Là, attention. Hein, Faut qu'il arrive à sortir de bah. son hardened container. Tu dis à David C'est G le de piège. bosser un peu plus et puis voilà. oui, c'est ça. Je sais pas s'il nous écoute, mais il écoute souvent en décalé, donc. D'accord. Allez, on va se lancer dans les Bon. langages après cette longue introduction. Et le premier, bah, c'est un site web créé par un... Comment il est quoi lui? Il est développeur Ouais, il est dans advocate les- chez MS? Ouais, Ah, sur je le parti Java chez GitHub. Enfin, vu qu'ils sont tous chez GitHub, je crois maintenant, Ah oui, ils c'est sont pas vrai. vraiment chez Presque tous, Microsoft directement. Bruno Borges, du coup, Ouais. qui nous Donc, a fait a un fait site un- qui montre l'évolution de Java. Donc, il a fait un site où en fait il compare ce qu'on aurait fait traditionnellement avec du Java 8, enfin un vieux Java,
et ce qu'on peut faire maintenant avec des versions plus modernes, plus récentes en tout cas de Java. Donc par exemple, il va parler du main allégé, des var, des blocs de texte, des enrichissements aussi au niveau des API, sur l'API de string. Il montre le pattern matching, les switches sur les types, les instance of, les records. Qu'est-ce qu'il montre encore? Des choses sur la concurrence, les threads virtuels et tout ça. Gestion des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a au niveau API? Il y en a 113, hein, donc il va pas tout soulever. Ouais, il y en a beaucoup. Je vais pas faire toute la liste, mais du coup, c'était un petit peu pour montrer. Donc, à part la pub tout en haut pour dire allez utiliser GitHub Copilot et tout ça. Sinon, c'était quand même pour montrer comment Java avait bien évolué. Et ça fait du bien d'y jeter un petit coup d'œil parce qu'en fait, on oublie facilement des choses récentes qui ont été rajoutées à Java et qu'on n'utilise pas forcément encore. Donc, c'est plutôt cool. Après, il parle de trucs qui sont pas si récents que ça, mais c'est vrai que, par exemple, il y a parle du pattern tout, matching pour instance of, c'est Java 16, quoi. Donc, voilà. Ouais. Non, il y a même des trucs assez vieux. Hein. Ouais. Tout à fait. Bah, ou même, tu vois, les chaînes multilignes, c'était déjà 14, non? C'était peut-être même avec des previews avant, je sais plus. Multilignes, ils ont fait des petits allers-retours, là, donc je suis pas sûr. Ok, bon, je sais plus. La méthode privée dans les interfaces, apparemment, c'est JDK 9. Voilà, donc il y a des petites choses vieilles, mais il y a beaucoup de choses nouvelles. On voit qu'il y a quand même en 21, 25, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Ouais. Donc voilà, on vous encourage à aller... Voilà, javaevolved.github.io. Ou à moins que ça soit java.evolved, je sais plus. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de domaine evolved, donc non, c'est avec github.io. Suivant, Brice Dutheil, qui nous partage les 10 plus raisons de ne pas utiliser le HTTP client du JDK, et qui part vraiment dans pas mal de manière assez technique et pratique sur toutes les choses qui sont pas forcément très cool. Donc c'est bien parce que le HTTP client il est intégré, mais on peut pas le mettre à jour. Alors que donc il compare souvent aussi avec OK HTTP, qui est plus lourd, qui a en plus une dépendance sur Kotlin, mais que lui du coup on peut faire évoluer. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, ils auraient dû le garder en Java, mais bon, ça c'est un autre. Je vais faire mon rabat-joie groovyiste anti-Kotlin, mais bon, c'est dommage qu'il soit passé sur du Kotlin. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire. On va demander à Gemini de reconvertir. On va appeler Jockey. Jockey HTTP. Voilà. Jockey. Ouais, pourquoi pas, le nom est pas mal. Donc non, il va vraiment dans le détail sur, par exemple, la gestion TLS, SSL. Il y a certaines limitations qu'on ne peut pas forcément bypasser en JDK, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qui sont très compliqués parce qu'il faut aller configurer la JVM elle-même au niveau des certificats et que c'est plus lourd que. Mais que du coup, c'est aussi global à ta JVM, alors qu'avec OK HTTP, tu pouvais le faire par client, quoi, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Par exemple, on peut pas faire de socket custom, on peut pas. Les pools sont limités. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les DNS, ça doit être celui-là. J'achète des sockets du commerce, donc ça va. Ouais. On peut pas intercepter les événements d'API, alors qu'avec HTTP, OK HTTP, tu peux créer des intercepteurs, des listeners. Ouais, surtout avant et après, c'est-à-dire qu'il y a mais qui sont globaux, alors que là tu peux faire avant après dans OKHTTP ou d'autres frameworks dédiés. Bref, en tout cas, c'est bien pour un usage simple, mais si vous avez des choses avancées, il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça vaut le coup de ne pas utiliser. Exactement. Bon article. Ça me rappelle un peu les débats sur le logger, quand ils avaient rajouté logger. Est-ce qu'il faut utiliser plutôt... Si à l'époque il y avait déjà SLF4J, je ne me rappelle plus si il y avait déjà SLF4J à l'époque, SLF4J, Log4j, etc., qu'ils ont rajouté toute la nouvelle stack logger dans le JDK et que tout le monde n'était pas d'accord, content. Ou encore plus vieux avec les parseurs, je me rappelle aussi, il y avait eu pas mal de trucs avec les parseurs, les XRSS, etc. Les parseurs XML, c'était la galère. On avoir des cheveux à l'époque. Mais en fait, à chaque fois, on voit un peu les mêmes débats où effectivement, comme ils doivent se contraindre à fournir quelque chose qui fonctionne partout, ils sont obligés de le limiter et au final,
final, bon, est-ce que ça répond aux besoins de base pour un cas simple. Après, sur des cas évolués, souvent, il faut quand même repasser sur les librairies tierces Ouais. qui traînent. Et c'est pareil, le log, il y a des, des impacts de performance. Donc, quand tu logs des choses voilà, très haut niveau, c'est pas très grave. Et quand tu es sur le chemin critique, ça change un peu tout. Du coup, voilà. Il y a des gens qui ont des opinions très très fortes là-dessus. Ouais. Mm. Allez, et puis on a un peu caché le lead, mais voilà, JDK 25 est passé. Donc maintenant, on a JDK 26 qui est en chemin. Et donc, on va regarder 3 un peu jours. ce qui, De- ouais, qui va nous arriver sur 26 et 27. Donc, JDK 26, c'est une non LTS. Hein, donc, c'est elle qui est supportée 6 mois avant la 27 qui arrivera. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, il y a le support HTTP 3 qui arrive dans le HTTP client, justement, standard de standard dans Java. La 6e preview de la fameuse Structured Concurrency. Donc ça, c'est pareil, c'est un qu'il faut rajouter sur le site Java Evolved. Et avec l'ajout d'une méthode notamment sur qu'est-ce qu'on fait au moment d'un timeout. Donc on timeout, et puis voilà, sur le joiner. On en avait parlé, les lazy constantes. Donc, c'est des constantes qui ne sont initialisées que plus tard, donc pas au tout début, donc ils sont pas obligés d'être dans un bloc statique, etc. Mais qui gardent les performances au niveau de la JVM de constantes. Alors, bon, pas inlinées au niveau compilation, mais quoique peut-être en compilation native, mais en tout cas des performances bien efficaces. Donc ça, on en est à la 2e preview, donc bon, c'est pas encore aujourd'hui en finale dans le JDK, mais on avance. Ensuite, le G1, le Garbage Collector G1, qui gagne en performance, notamment en éliminant un certain nombre de synchronisations entre les threads applicatifs et les threads du GC. Le cache d'objets Ahead of Time, qui est étendu. Alors ça, je savais pas, mais en fait, le Ahead of Time compiler, en fait, il était spécifique à certains garbage collectors et maintenant il est étendu pour fonctionner avec tous les garbage collectors. Donc, si vous préférez ZGC, Shenandoah, etc., vous allez pouvoir utiliser le Ahead of Time compilation. Pour avoir creusé un tout petit peu le Ahead of Time, voilà, c'est assez subtil parce qu'on peut se dire je vais compiler en avance, mais du coup, c'est dédié à une plateforme. Ça peut être générique, ensuite ça peut être dédié à une plateforme donnée, genre Intel versus ARM, et après c'est spécifique à telle ARM, et après spécifique parce que vous avez 10 processeurs sur telle machine. Donc, il y a un nombre de compilations et de spécialisations qui peuvent être assez avancées. Je sais pas trop les stratégies de l'équipe JVM à ce niveau-là. Mais du coup, ça peut être assez spécifique et subtil. C'est pour ça que le support de tous les garbage collectors n'était pas forcément évident. Voilà. On n'arrête pas de l'enterrer, celle-là, mais l'API applet, ça y est, c'est vraiment supprimé. Vraiment, vraiment. Euh, ouais, bah apparemment, à moins qu'on en reparle dans quelques mois. Le déchiffrement de les comment ça s'appelle les PEM, c'est quoi déjà? Manger les PEM. Ah non, PEM, c'est pas ça. PEM. Les PIMS. Ça veut Non, dire les PEM déjà. Les PEM. Non, pas les PEM. C'est dingue qu'il y ait autant d'acronymes qui pointent sur Ouais, M, en c'est fait. clair. Quand tu fais une recherche Google, tu dis. Et on connaît que ça en plus. Mais là, tu vois, en tombant sur un article de Nikolai Parlog, il mettait, bon, c'était pas d'aujourd'hui, mais Java 25 previews an API that transfers PEM, Privacy Enhanced Mail. Donc c'est le format enhanced, mais donc je pense que c'est bien Privacy Enhanced Mail. Ouais, c'est ça. Au niveau des emails, ok. Oui, si, en fait, c'est ça, c'est le format qu'on connaît par cœur avec le Begin Private C'est un Key, peu End comme Private les- Key, etc. C'est bien Ouais, vu, en fait. tu C'est sais, juste les qu'on connaît clés- pas l'acronyme. PGP, tout ça, ça s'appelle comme ça, le PEM text, a priori. D'accord. Et puis pour le JDK 27, donc on part un peu pour la suite, il y a les fameuses clés post-quantiques, donc qui sont censées être résistantes en tout cas à l'algorithme de Shor de déchiffrement quantique. Et donc ils appellent ça hybride parce que je pense qu'ils chiffrent en classique plus en quantique pour éviter s'il y a une faiblesse dans l'algorithme post-quantique que les deux soient là. Donc pour TLS 1.3. Voilà, et puis Valhalla continue d'avancer doucement mais sûrement avec une preview des value class. Donc ce sont des objets sans identité et avec des champs finaux uniquement.
qui généralise en fait les records, je crois, de mémoire. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, je me souviens, je crois, avec Et Guillaume. Fino, c'était pas le chien de Sophie dans Inspecteur Gadget? Oui, Désolé pour c'est la vrai. référence. C'est vrai. Non, mais tu sais ce que c'est à quoi ça me fait penser? Non. Mon fils, il a un pyjama pour dormir et il y a une voiture bleue et une voiture rouge. Alors, est-ce que tu te rappelles le dessin animé qu'on connaissait avec une voiture bleue et une voiture rouge de C'était course Masque? moderne? Non, c'était quoi? Alors, C'était pas Masque, Masque, non. Non, c'est pas Mais pour ça poursuivre. ressemble un peu à Euh, Masque. Ouais, c'était Il y a un petit Mash, côté entité secrète, machin. qui vole. Enfin, il y en a, elles allaient, Il y en a une c'est qui pas- vole Ah, il y en a ouais, en aéroglisseur, quoi. un aéroglisseur, c'est ça, avec Ouais. un robot dedans, avec des robots, non, c'est ça. Il y avait une intelligence artificielle avec C'est ça. 5 pixels sur 8. Et ça s'appelle Pole Pole Position. position. Ah, pole position. Pole position, ouais. Voilà. Je regardais. Bah, Moi, je suis pas de votre époque, hein, parce que ça me dit rien du tout. Hein. Moi, Oh, je le suis truc, voilà. il arrive Trop T'avais jeune. pas la télé, oh. Excusez-moi. Là, je me suis rajeunie, là, d'un coup. bah écoute. Voilà. Allez, on va passer aux librairies. Avec, alors on va parler beaucoup de benchmark, on va parler beaucoup de serveurs MCP, puis après vous allez voir, on va parler beaucoup de skills. Donc il y a une étude des performances des différentes stacks MCP pour écrire des serveurs MCP. Il y avait eu une première étude faite par ces mêmes personnes-là qui avaient comparé Java, Go, Python et Node.js et qui avait Ouais. montré Et en quand tout cas il disait que Java, Go il parlait de Spring en et- fait. Ouais. Et donc, qui, malgré tout, a montré que Java était très bien placé. Et Ouais. c'est marrant parce que moi, quand j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de gens genre, qui étaient mais Java, on peut faire ça en Java. Genre, ils tombaient des nues. Ils étaient super étonnés. Et donc, ils ont eu quand même pas mal de feedback de la communauté en disant ouais, on peut améliorer le Python, on peut améliorer le Node. Nous, en Java, on a dit ouais, mais vous auriez pu aussi compiler en natif, vous auriez pu utiliser autre chose aussi. C'est Micronaut, Quarkus ou autre. utiliser Quarkus, ouais, voilà. Exactement. Et du coup, ils ont refait une autre étude, donc en mettant à jour leur méthodologie, leur implème, etc. Et Java reste toujours très très bien placé. Donc Ouais. surtout, alors après côté mémoire, vu que, Java prenait quand même plus de mémoire, donc Go était un petit peu plus efficace. Mais grosso modo, tout ce qui est latence, throughput, tout ça, Java était au top, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu veux rentrer plus dans le détail Non, bah, là-dessus? juste dire qu'ils ont effectivement rajouté Rust, qui effectivement Et Rust est aussi. extrêmement efficace Ouais. Surtout là-dessus, les mais fronts. Java se tient bien, notamment en natif. Enfin, après, ça dépend si vous voulez optimiser la mémoire ou plutôt le Le throughput, startup, comme tu dis. le throughput. Mais sinon, en tout cas, les gens qui utilisent Python ou JavaScript avec Node.js, Bun et les choses comme ça, eh ben, il manque quelque chose parce qu'on voit que au niveau du nombre de requêtes par seconde, ça se limite très très vite. Donc ça montre qu'il y a vraiment des classes de stack qui sont vraiment différents. Donc Java, Go, Rust, très très en haut, et puis Python, JavaScript, etc., qui sont quand même plus bas dans le classement. Donc voilà, c'était intéressant Ouais. de voir ce retour-là. Exactement. Et puis, vu qu'on en est là-dedans, il y a eu aussi une autre personne qui a fait une comparaison entre Spring Boot et Quarkus pour les serveurs MCP Tools et qui a rajouté même Camel dedans. Et du coup, il a comparé, pareil, le débit, la latence. Et c'est pareil, on montre Quarkus avec vraiment un cran au-dessus par rapport à Spring Boot. Et même Quarkus native est en fait un cran au-dessus en termes de requêtes par seconde de mémoire et la consommation plus faible par rapport à du Spring Boot. Et puis je sais plus, c'est ça, c'est eux qui montraient que le Webflux, donc le non bloquant, est pas forcément pertinent dans ces cas-là de serveurs MCP. Voilà, puis après ils comparaient les coûts architecturaux de rajouter Apache Camel pour faire
de la conversion ou Mapstruct ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est intéressant de voir ces analyses. Et ce qui est rigolo, c'est que tous ces articles sont arrivés un peu au même moment, voilà, en tout cas dans le même Ouais. mois pour nous, quoi. Mais en tout cas, voilà, quand on veut faire, encore une fois, de l'industrialisation de projets sérieux, haut débit, haute performance, etc., Java reste toujours au top. Ça, c'est cool. Ouais. Ah, j'avais pas vu, mais il y a le message de Kevin Viette qui connaissait pole position. Voilà. Bravo. Alors, Kevin, il est en dessous de notre génération, normalement, quand même. Ouais. Une question pour Allez, vous, là, sur les MCP, c'est surtout pour ceux qui vont être en mode serveur, web, enfin SSE, etc. Parce que finalement, pour ceux qui sont locaux, les MCP, ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des performances de fou avec des centaines de requêtes à la seconde? Après, je sais alors, que voilà, maintenant, ta latence, elle est parallélisme, on n'a pas d'agent, mais importante. Ta latence, elle est importante, mais la requête par ouais, seconde, non, parce que... Ouais. Bah non, ça dépend, parce qu'en fait, voilà, je pense que globalement, ta réponse, elle est correcte. C'est-à-dire que quand tu es en mode STDIO, t'es pas à la perf parce que tu l'utilises pour ton usage personnel, entre guillemets. ouais. Sauf que, bah, t'en parleras peut-être, mais dans Docker Gateway, par défaut, il utilise STDIO, mais c'est potentiellement un serveur devant qui est utilisé par plein de gens. Donc en fait, tu sais pas s'il y a plein de gens devant le truc qui utilisent le serveur MCP. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en STDIO, du coup, je sais pas comment ils font le multiplexing. C'est une bonne... Bah non, mais si, c'est le protocole, non, c'est pareil. J'ai une Ouais. question par rapport au benchmark, parce que j'ai pas bien suivi qui les a fait, Ouais. et pourquoi, et quels sont ses intérêts. C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui sont plus, quand je dis d'intérêt, ça sont, est-ce que je veux dire, est-ce que c'est des gens qui font déjà du Java et qui veulent savoir, ou c'est des gens qui font aussi du Python et qui se disent ah ouais, ça se trouve, ça serait bien qu'on fasse du Java. Je crois que les gens Bah de écoute, DevLab, ils après, sont pas du tout Java ouais. historiquement. Ouais, je pose la question pour clarifier dans quel contexte Ouais. ça Ouais. se fait, hein. En tout cas, ils se décrivent comme étant un laboratoire de recherche et d'innovation. Après, voilà, c'est pas beaucoup plus de détails. Hmm. Et le deuxième, c'est Donc un monsieur qui s'appelle ouais. Ege, ah, c'est un grec, Ege Karaosmanoglu. Ka- Désolé d'avoir complètement ramassé le long. Alors lui, je sais pas je pense qu'il vit en Java parce qu'il comparait Spring Boot avec Quarkus, ajouter Camel versus pas Camel. Donc lui, il est dans cet univers-là. Oui, là, ça c'est logique. Moi, je me posais plus la question sur les langages parce que quelque part, c'est comme si on disait oui, comment je l'interprète, hein. Hmm. Bah, regardez, si vous voulez faire vraiment des trucs sérieux, c'est pas Python ou JavaScript que vous devez utiliser. Et alors qu'en fait, comme il y a tellement de demandes et il y a tellement des gens qui utilisent Python, aujourd'hui, surtout dans l'univers de l'IA, bah, du coup, je me posais la question sur qui, Ouais, comment et quels sont les intérêts derrière pour ouais. clarifier en fait le contexte. Moi, je pense que c'est des gens qui sont peut-être, enfin, j'ai pas de preuves, mais je pense que c'est plutôt des gens qui étaient peut-être plus familiers avec Go ou du Node.js et qui ont fait cette expérimentation sur différentes stacks différentes, quoi. Voilà. Allez, on va passer à Jakarta E12. Donc, il y a la milestone numéro 2 qui est sortie autour de la donnée, de la cohérence et de la configuration. Donc, Jakarta E, c'est la plateforme, enfin, les standards autour des plateformes entreprises au niveau de serveurs d'application. Puis, surtout, c'est un ensemble de specs indépendantes qui sont réutilisées partiellement ou totalement par Quarkus, Micronaut, Spring, etc. Donc, Bin Validation, par exemple, c'est une librairie utilisée enfin pas une librairie, mais un standard qui est implémenté par des librairies qui est utilisé par tous ces frameworks-là, par exemple, ou réimplémenté, mais en tout cas avec ce standard-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a une nouvelle spec Jakarta Query qui unifie JPQL et puis un truc qu'ils appelaient JDQL dans la spec NoSQL. Donc ils ont extrait tout ce qui est query et ils définissent deux niveaux, un niveau langage de base et un niveau langage relationnel.
Donc il y a ça qui a été travaillé. Il y a Jakarta Data 1.1 qui introduit les requêtes dynamiques avec les API Fluent, notamment avec les restrictions, la notation is quelque chose qui est plus générique. Voilà. Il y a des repositories stateful dans Jakarta Data qui permet de gérer, voilà, de faire le persist, merge des tâches, donc pas au sens active record, mais avec une gestion d'état. Jakarta NoSQL 1. Qui sort et donc qui s'appuie sur ce fameux nouvelle spec extraite Jakarta Query et puis qui supporte les projections et les Java Records. Donc ils ont essayé de se rattacher aussi, je crois ça doit être 21 de base et compatible avec 25, quelque chose comme ça. Jakarta Persistence 4 supporte les Sequence Collection, qui est un type de collection qui a été rajouté dans Java 21. Je sais plus, je crois que c'est des collections qui sont ordonnées, du coup il y a des API un peu spécifiques là-dessus, ou en tout cas une sémantique. Et puis, bon, j'espère qu'ils vont pas l'intégrer dedans, mais il y a Jakarta Agentic AI qui est en cours et qui veut en gros avoir une API vendor neutral autour de construire des agents IA, donc faire du Spring AI ou du LangChain4j, mais au niveau standard. Arnaud, tu rigoles? Non, une de plus, c'est toujours. Ah, il y a un standard. Ah, bah, mettons un nouveau standard pour aligner les standards, c'est beaucoup mieux. Ouais, bon, après c'est un standard de fait versus un standard, mais ouais. C'est ça. Mais bon, on connaît l'histoire. Ouais. Un grand classique des standards. Ouais. Bah, je vous ai parlé de benchmark, on allait en parler beaucoup, donc il y a, pour ceux qui suivent Quarkus, il y a, sur la homepage, il y avait les petits carrés avec un benchmark qui comparait une stack inconnue avec Quarkus, et là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas mis à jour, et du coup, là, il y a eu tout un travail de Holly Cummings, et je pense Eric De Andrea et puis Francesco Negro autour d'implémenter ça pour pouvoir faire les tests de bench en continu. Donc ils sont mis à jour en continu sur le site web et ils représentent donc plus la réalité des dernières versions, et je crois qu'ils sont explicites sur ce qu'ils comparent de mémoire. Et du coup, ça permet déjà d'avoir quelque chose plus à jour, et puis à l'équipe de voir quand il y a des régressions et d'être plus réactif là-dessus. Ouais, voilà, et maintenant ils mettent le nom. Ça, c'est marrant, c'est une des différences. Donc, chez Red Hat, il y avait une policy de pas comparer nommément avec les autres frameworks. Et puis IBM, visiblement, ils n'ont pas la même policy. Donc, voilà, ça permet de changer les choses. Voilà, bah du coup ça c'est bien, et surtout le benchmark, il y a les gens de Spring qui ont contribué un peu pour que ça soit un peu plus faire, et puis surtout vous pouvez le regarder et l'utiliser vous-même et le déployer chez vous pour tester un peu plus concrètement peut-être avec votre environnement. Donc voilà, on voit les avantages de Quarkus tels qu'il y avait en temps de démarrage, 2,x fois, en nombre de transactions à mémoire constante, ou en nombre de transactions brutes. C'est pareil, ça monte plus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, on peut comparer avec les threads virtuels versus réactifs versus le mode bloquant pour vous, mais réactif en dessous. Et donc, par exemple, les threads virtuels, ça améliore le débit de 6000 transactions par seconde en plus par rapport au bloquant, par exemple, si vous acceptez ce changement-là. Voilà, bon, je vous laisse lire. Il y a un article sur comment ils ont fait ce travail de Holly qui est intéressant. Et puis toujours sur Quarkus, il y a la 3.32 qui sera la version qui va être freezée et forkée pour faire la LTS. Là, il n'y aura plus de nouvelles fonctionnalités, mais testée pour éviter les bugs dans la version plus en avant. Ils ont intégré le projet Leiden avec le Head of Time, la compilation Head of Time. Et par exemple, une API REST qui passe de 370 millisecondes à 80 millisecondes en temps de démarrage initial. Donc on voit l'intérêt d'avoir les classes déjà pré-chargées, pré-compilées, pré-mâchées. Là-dessus, vous pouvez du coup contrôler un peu comment l'entraînement Leiden se fait, parce que si vous entraînez sur un comportement d'application qui a aucun rapport avec votre prod, ben, vous allez pré-compiler quelque chose qui n'est pas vraiment l'outil utile. Donc vous pouvez définir, est-ce que je teste ce qui est exécuté dans l'application au moment du build, ou est-ce que j'ai des tests d'intégration spécifiques qui vont construire ce profil que Leiden va utiliser pour compiler.
Voilà, et d'autres, je vais peut-être pas aller trop dans les détails, mais d'autres choses autour de Consul et Stork pour la découverte de nouveaux services, les shutdowns plus graceful, etc., etc. Ah, et puis Node.js, ça change sa cadence. Finalement, ils vont ralentir avec l'IA, ils se sont fait avoir, c'est ça Arnaud? Ouais, c'est ça. Alors, tout de moins, ils revoient un peu leur politique. Ils avaient un modèle où en fait, il y avait toujours 6 un mois, hein. escalier entre tous les 6 mois où il y avait une différente LTS, une différente baseline. Ouais. Et ce qu'ils vont faire là désormais, c'est qu'ils Bah, c'était un peu unifient comme tout. Linux, les Ouais, numéros impairs étaient de c'est test, ça. pairs étaient stables ou inversement. Était stable avec des LTS. Donc finalement, ils ne feront plus qu'une seule LTS par an. Et donc en fait, ils vont avoir un nouveau schéma où ils vont faire pendant 6 mois une alpha. Ils vont être en mode alpha. Donc je crois que ça commence à la 27. Je sais plus, je l'ai pas noté. Si, à partir de la 27. Donc il y aura une 27 de l'alpha. La 27 sera en alpha pendant 6 mois, donc d'octobre à mars. Ensuite, elle passe donc en version release. Ouais, je crois que tu as un schéma tout à la fin de l'article. Donc après, elle passe en mode, bon, bah, elle est réalisée, donc la 27.0, elle sort, c'est la version currente, etc. Et au bout de 6 mois, elle passe en LTS pendant 30 mois. Donc ça va un peu simplifier, ça va éviter d'avoir cette confusion entre les impairs, les pairs, qu'est-ce qui va être LTS, qu'est-ce qui va pas être LTS. Voilà, ça va être un peu plus classique, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'apercevaient qu'en fait, enfin, quasi tout le monde utilisait le LTS. Hmm. Du coup, personne testait avant que la LTS sorte C'est et ça. que du coup, ils se retrouvaient avec les bugs en début de LTS et donc c'était vraiment pas agréable. Donc là, ils disent maintenant, va falloir que vous testiez les alphas, les gars, parce que C'est et ça. encore moins de personnes testaient les alphas. Donc là, ils disent Ouais. aux gens qui s'intègrent avec Node.js, testez les alphas maintenant parce qu'après, quand ça sera frisé, ça sera frisé. Donc voilà, une mise à jour de leur stratégie, ce qui est pas plus mal, et ça, je pense, ça leur Non, simplifie surtout la vie de leur côté. ça semble cohérent. Allez, on va passer au web avec un revenant. jQuery V4 est sorti. jQuery, je sais Ouh, pas si ils ont c'est leur fait tout anniversaire, migrer. si c'est 20 ans d'anniversaire. Pour de vrai ou tu pipotes, Guillaume? Ah, c'est moi qui l'avais mis celui-là? Non, je sais plus. Ouais, bah écoute, ça continue en tout cas d'être développé, c'est quand même assez rigolo. Et Hmm. ça fait, ouais, donc ça fait 20 ans que ça existe quand même. Ouais, c'est énorme. Ouais. Enfin, j'allais dire tout le monde, non. Pas, enfin, les gens de mon âge ont dû tous utiliser à un moment ou à un autre du jQuery, quoi. C'était top hein, au départ, honnêtement. Bah, c'était la librairie, il n'y avait pas de framework web au sens Il n'y avait pas, React ouais, ouais. ou Angular. Ouais, Et par contre, jQuery, c'était tout un ensemble de librairies qui te permettaient de faire ouais. beaucoup plus de choses par rapport au vanilla Et du coup, ça JavaScript. supportait encore, enfin jusqu'à voilà cette version-là, ça supportait jusqu'à Internet Explorer 10, Edge Hmm. et tout ça. Et là, donc il y a encore Internet Explorer 11, mais dans jQuery 5, qui sera complètement supprimé. Dans 10 ans. Voilà. Je sais pas. Ils changent aussi, ils utilisaient les modules AMD, là ils passent en module ES. Avec ma script, ouais. ECMAScript, voilà, ECMAScript. Ils ont changé aussi le bundler pour ne plus utiliser Require.js, mais pour utiliser Rollup. Et puis ils ont aussi fait quand même le ménage dans... Il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure dans les API enfin, internes des navigateurs, j'allais dire du JDK, comment on appelle ça, enfin de la librairie standard, quoi. Donc par exemple des fonctions pour savoir si un truc c'était un tableau, pour parser du JSON, pour supprimer les espaces début et fin de chaîne, alors qu'en fait maintenant c'est disponible nativement finalement dans la librairie standard JavaScript, donc ils ont enlevé ça. Et ils ont aussi réussi à gzip, gagner encore un petit peu plus pour que ça ne prenne que 19,5 kilooctets, donc par rapport à certains frameworks JavaScript qui, pour certains, sont assez gros, c'est pas grand-chose. Et Par voilà rapport aux les applis autres qui ont trucs. un truc de démarrage avec un truc qui tourne, là, on demandera à Ouais, ouais. personne. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant. Mais voilà, je trouve ça rigolo de voir Ouais. que ça continue à être développé. Toi, Et c'est bien, Katia, c'est quand bien. tu faisais le front là sur la console, tu utilisais Moi, des j'utilise trucs bas niveau? Patternfly. Non. Ah ouais. Mais Patternfly, Moi, c'est juste. Ah, c'est des composants déjà. Patternfly Donc c'est avec assez plus haut React. niveau.
Oui, moi je D'accord. suis dans le haut niveau du haut niveau, moi. Ouais. Très haut niveau. Tu te mélanges pas à la plèbe, quoi. Ouais, on peut dire ça. Non, au niveau JavaScript, en vrai, c'est une quiche, en fait. Je suis plutôt... oui, voilà. J'ai appris, moi, les codes de la console d'Infinispan, je pense que peut faire pleurer pas mal des gens qui font du React. Mais en même temps, ça marche. Et après, le framework Patternfly, pour le coup, il est très très bien écrit et il est super. Donc D'accord. ça c'est vraiment c'est topissime en fait comme on s'est fait en librairie des composants. Ouais. Est-ce que c'est votre Allez, librairie de composants à vous? C'est ça. Patternfly c'est un projet sponsorisé par Red Hat. Donc D'accord. la librairie des composants qui permet que du coup toutes les interfaces web des produits et de projets, des produits, etc. Suivent la même D'accord. interface en fait et les Eh mêmes ben, look je and feel. connaissais pas du tout. Et Cool. mais il est open source, n'importe qui peut l'utiliser et il est très développé. Les composants, c'est très très bien pour faire des consoles. OpenShift par exemple, c'est ça, c'est fait avec Patternfly. Euh, D'accord. c'est super en fait. C'est vraiment Ok. très bien documenté, je pense très très bien écrit et les gens qui y bossent sont... Eux, c'est des vrais monstres de JavaScript, tu vois. Ouais, des fontaines, ouais. Ah, moi, je suis Il en faut. la quiche. c'est bon, les quiches. Ouais. Bah, tu vois, ça fait le boulot. Ça fait le boulot, voilà. Allez, on va passer à la réactivité en front-end, vous savez, de ne pas avoir à attendre, de ne pas avoir le navigateur qui bloque, etc. Et j'ai trouvé cet article de quelqu'un de Sphère intéressant parce que justement, il va nous parler des techniques dont on a déjà parlé dans les cascodeurs, mais il démarre par mais c'est quoi qu'on veut faire et c'est quoi l'intérêt. Donc il résume justement le mécanisme qui permet de mettre à jour l'interface sans qu'il y ait un truc qui disparaisse et se réaffiche. Que quand on fait ça à la main, bah, on est obligé de faire des synchronisations à la main entre différents composants et gestion d'état, etc. Que du coup sont arrivés les fameux data binding, d'abord unidirectionnels et puis bidirectionnels, notamment en React, etc. pour dire bah, tel composant, quand ce truc est mis à jour, met à jour aussi tel autre composant. La notion de virtual DOM qui permet de modifier des choses dans le DOM et d'après d'appliquer un diff une fois qu'on dit bah vas-y rafraîchis-moi le truc. Du coup de pareil de faire un certain nombre de modifications sans que l'écran de l'utilisateur disparaisse, se réduise, se réagrandisse, voilà, comme on avait au tout début d'ailleurs. Les fameux observables au sens RX JavaScript, RxJS. Les signaux dont on vous a parlé, mais sans prétendre qu'on les comprend vraiment Ouais. profondément, mais qui sont arrivés, qui sont arrivés dans Angular. D'ailleurs, là, il y a cette année, je crois qu'on en parlait, mais qui étaient là d'autres frameworks, qui permettent d'avoir des mises à jour beaucoup plus granulaires et du coup des performances meilleures que les approches d'avant. Donc, j'imagine les data binding. Voilà. Et du coup, voilà, ça, je trouve que c'est un article qui redonne un peu de contexte sur toute cette approche-là. Donc, si vous êtes une quiche en front et que vous voulez quand même en connaître un petit peu, bah, c'est un article que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, je m'inclus dans les quiches en front largement. Alors, on va passer à la donnée et à l'intelligence artificielle, en commençant d'abord par la donnée. Et donc Gunnar Morling, qui est un monsieur qui a fait bin validation, qui a travaillé sur Hibernate, qui a fait du Kafka, qui a fait Debezium, qui est parti du coup chez Confluent, en passant par une startup au milieu, qui a fait le 1 Billion Record Challenge, dont on avait One parlé, où on million row. disait aux gens, bah, 1 Billion Les Row rows pour Challenge, les donc records. ouais. Donc comment est-ce qu'on fait le plus rapidement possible traiter 1 milliard
de lignes et que l'implémentation naïve faisait, mettons, 3 minutes et que petit à petit, tout le monde s'est pris au challenge et a essayé d'optimiser, d'optimiser, d'optimiser. Maintenant, on est au sub-seconde largement. Et du coup, il a pris toute cette expérience et il a écrit un nouveau parseur pour les fichiers Apache Parquet. Apache Parquet, c'est vraiment un grand standard pour stocker les données dans les data lakes ou dans tout ce qui est un peu big data, que ça soit orienté ligne, orienté colonne. Et du coup, bah, il a repensé un peu ce truc-là pour avoir un parseur qui est indépendant, quasi sans dépendance. Uniquement si vous avez des compresseurs un peu différents, parce qu'il y a différents types de compresseurs autorisés dans Parquet. Et du coup, il a appris ça, c'est que la première version, mais il a envie d'avoir votre retour. Et puis, ils vont continuer à améliorer et les perfs et la fonctionnalité. Et l'avantage, c'est que Parquet, il y a une grosse suite de tests, ils ont pu s'appuyer là-dessus pour savoir qu'au moins même la première version est plutôt bonne et stable. Effectivement, il a pris tout ce qu'il a appris de OneBRC pour l'appliquer là. Il y a aussi la partie intéressante, je trouvais, dans son article sur l'utilisation de Cloud Code pour développer justement cette nouvelle librairie. Donc ça reste quand même révisé humainement, etc. Mais C'est en tout pas cas, il vibe a pas mal codé. de... C'est pas vibe codé, mais en tout cas, il s'en est bien servi. Et puis, tu vois, tu parlais des tests existants, etc., qui étaient là aussi pour pouvoir valider que l'implémentation était correcte par rapport, du coup, aux implémentations précédentes, etc. Donc c'est intéressant à voir. Bah, quand on utilise l'IA, bah, on a parlé avec Arnaud dans un autre channel, qu'on pourra Mm. parler d'ailleurs dans les conférences, il faudra essayer de pas oublier. Mais le truc clé avec l'IA, c'est que si vous avez un truc qui permet de tester, ça permet de construire une boucle de rétroaction automatisée et du coup d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment bien et très indépendant par rapport à vous qui devriez Mm. aussi revoir les choses à la main sinon quoi. D'accord, Ralph. Pourquoi Ralph? Tu connais pas Ralph Wiggum des... comment ça s'appelle des Simpsons? La fameuse boucle Ralph où tu mets le LLM en boucle jusqu'à temps qu'il y arrive, quoi. Tu le laisses tourner, tu le C'est le laisses meilleur tourner jusqu'à temps personnage. qu'il... C'est le meilleur C'est... personnage des Simpsons. Bon, bref, C'est lequel celui-là là? Ah, il, lequel des il a personnages? une tête toute ronde, il a quelques petits cheveux là, tout fins là, sur le crâne. C'est celui qui est dans le bar. Ah oui, non, c'est le gamin là, C'est qui est ça. toujours Ouais, un peu, t'as envie de ouais, ouais. lui claquer une. Oui, Ouais, celui qui Ok. met des crayons dans le nez, en fait, qu'il a l'air. C'est le. Il t'a fait la meilleure comparaison. Cet Des épisode personnages. spécial dessin animé est sponsorisé par AB Productions. Euh, Allez, on va parler de Happy Curio Registry. Donc, Happy Curio, c'est un outil qui vous permet de gérer le Open API, ce genre de schéma. Ils se sont étendus à des schémas pour Kafka avec notamment l'implémentation API compatible de la registry de Confluent. Et puis là, ils explorent en fait tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, donc les artefacts que vous pouvez utiliser dans l'intelligence artificielle. Bah, notamment quand on fait du agent to agent, eh ben, il y a la notion de carte, donc la notion de liste d'agents qu'on veut pouvoir utiliser. Il y a au niveau des serveurs MCP, c'est un petit peu pareil. On peut définir des schémas, les découvrir, les valider. Donc ils gèrent les versions, les versions. Ils estiment que les prompts peuvent être aussi des artefacts qui peuvent être versionnés et gérés. Donc ils explorent tout ça dans leur nouvelle version. Et ils ont un JDK en Java, un JDK en Python, avec des intégrations, notamment avec LangChain4j, LangChain, Llama Index, etc. Voilà. Et du coup, ben, c'est plutôt le début de leur histoire là-dessus, mais c'est intéressant de voir les avantages que peuvent avoir ce genre d'approche un peu plus entreprise dans cet univers bouillonnant qui est le développement d'applications agentiques. Voilà, puis un autre article qui est sur... je sais pas si c'est toi qui l'as mis, Guillaume, mais non, c'est moi qui l'ai mis, mais je suis sûr je qu'il a crois dû te pas. plaire. C'est sur l'histoire du deep learning.
Quand les machines ont commencé à apprendre... Alors, attends, je vais voir si je peux vous le partager. Ouais, bon, je vais vous le partager parce que c'est assez visuel. Et je trouvais ça intéressant. Alors, c'est une perspective historique, hein, mais on commence à parler des premiers, de cette idée de dire on va pouvoir utiliser un neurone pour faire un truc dans l'ordinateur. Donc, ça, des années 40, d'accord? On parle des tout débuts, hein, parce que Turing, c'est arrivé après, quoi. Le test de Turing, donc l'intelligence artificielle officiellement avec les poids sur. Alors là, c'est un réseau neurone à plusieurs étages avec les poids, donc ils appellent ça le perceptron parce que c'était là pour reconnaître des formes visuelles. Et ils avancent petit à petit sur les avancées en fait qui sont arrivées comme ça. Il y a un truc à un moment, par exemple, pour reconnaître les formes, quelqu'un s'est dit, mais en fait, c'est pas, on cherche pas à regarder tous les pixels, mais plutôt les changements forts de contraste entre les pixels, puisque ça va définir les limites des objets, et qu'on va du coup pouvoir réduire et reconnaître, même s'ils sont à d'autres endroits, à l'envers, à l'endroit, dans une image. Ensuite, la rétropropagation des gradients pour entraîner les réseaux multicouches. Ça, c'est arrivé dans les années 80. Le deep learning, c'est dans les années 90 avec les GPU qui étaient utilisés pour la vidéo et les jeux vidéo on s'est dit, ah, tiens, mais c'est pratique pour faire ça puisque les calculs pouvaient être approximatifs et c'était pas forcément gênant dans l'approche. Le Convoluted Neural Network, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ça date de 2012. Les problèmes de mémoire à long terme, avant qu'on parle des transformers, mais on avait les RNN qui sont arrivés, ça c'est en 97. Les transformers, c'est 2017. Voilà, et donc ça explique toute l'histoire et que finalement beaucoup d'innovations sont construites sur l'innovation d'avant et que c'est pour ça que c'était toujours l'IA c'est pour demain et puis que c'était toujours pour demain pendant tant d'années. Même si là je pense qu'on a quand même passé un cap différent là. Voilà donc un article intéressant à lire autour d'un café tranquille. Voilà, c'est super bien puis c'est graphique, c'est assez bien détaillé. Voilà, allez, on passe. Agent, Ouais, protocole. yes. Il y a la version 1.0 qui est enfin sortie, qui est prête pour la prod, qui devrait pouvoir supporter la version 0.3 et 1.0 un petit peu, en tout cas en phase de transition. Multiprotocole. Donc Alors ça dépend des implémentations parce que Ouais, j'étais ça un peu dépendra, déçu ouais. parce que les gens de Java ils se sont dit on va pas supporter la vieille version et du coup ça fout un peu la zouille, je dois avouer, dans les délais. Après, c'est assez transitoire. Il n'y a pas non plus encore des millions de personnes qui l'utilisent. Donc, je me dis, c'est pas très grave si on supporte pas tout. Ouais. Donc, déjà, faisons en sorte que ce soit adopté, ce sera déjà pas mal. Et puis après. Mais c'est vrai qu'ils ont fait. J'en discutais avec Emmanuel Hugonnet. Là, ils ont fait. En plus, je crois que c'est des gens de Google qui ont poussé des changements un peu à la dernière minute, à tout renommer un peu tout partout, là, qui paraissait un peu extrême et il n'y avait pas forcément besoin de tout renommer. Mais bon, voilà. En tout cas, l'aspect est là et donc il y a dans les changements la multi-tenancy, dans le sens où un même endpoint pour un agent va pouvoir supporter et exposer plusieurs agents distincts. Donc pas forcément avoir des URL distinctes pour chaque agent. Je me rappelle, j'avais râlé là-dessus. Donc je sais pas si ça va. Peut-être, hein, ils t'ont écouté, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas j'ai contribué. Ouais. Les agent cards, là, ces espèces de cartes d'identité pour identifier un agent A2A, donc elles vont pouvoir être signées et vérifiables cryptographiquement pour vérifier vraiment l'identité des agents. Et il y aura aussi, voilà, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Flexibilité. Les clients peuvent choisir de consommer les résultats par polling, streaming ou également par webhook. Donc, en tout cas, quand on est client, on va pouvoir dire je préférais être notifié de telle manière, ou à moi de faire le polling. Parce qu'en fait, à la base, c'est le serveur qui décide, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on disait aussi, nous, dans notre présentation sur les protocoles, où dans le sens, c'est plus facile de faire un serveur que de faire un client.
Donc là, ça rebalance aussi en partie un petit peu cette... Comme ça sera compliqué de deux côtés. Et du coup, c'est ça. C'est à peu près ça. Et là, ce que j'ai pas mis dans les show notes, ça, c'était aussi que donc il y a des travaux conjoints avec le standard MCP pour faire en sorte aussi que donc il y a les histoires là des, vous savez, les URL well known, etc. Ouais. Où on va pouvoir avoir un certain niveau de, comment on pourrait dire ça, pas de collaboration, mais de compatibilité, d'interop entre MCP et A2A. Où on va pouvoir regarder au même endroit finalement pour voir que, ah oui, là ça supporte de MCP, là ça supporte A2A, etc. Une petite convergence en tout cas des protocoles qui est toujours en cours en tout cas. D'accord. Donc voilà, A2A. Et on en reparlera à Devoxx France, bien sûr. Absolument. Il faudra qu'on s'étant mis à la page. On a du boulot. On a un peu de taf, ouais, c'est ça. Il vous reste un mois, c'est bon, vous êtes large. Oui, On est large. surtout que j'ai une semaine de vacances avec les gamins. Non, mais ça fait ensuite, J'ai un produit à lancer à la fin du mois et je suis focalisé 100% dessus. Donc les talks de Devoxx, ça va être dès début avril. Là, donc j'aurai pas beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas, Devoxx, ils m'ont rendu hyper occupé. Donc à Devoxx, on pourra même pas synchroniser. On va arriver sur ça. C'est pas grave. Ça va être chaud. Allez, on va passer à l'outillage. Avec... oui. Ouais, vas-y. Donc, Anthropic, alors il y a deux trucs là-dessus, on en reviendra, on aurait pu les rassembler d'ailleurs dans l'ordre. Donc, il y a Anthropic qui a publié le guide complet pour créer des skills pour vos agents. Donc, Anthropic, c'est quand même un peu eux qui ont inventé le concept de skills. Et donc là, ils ont publié, c'est un gros PDF en fait, qui explique voilà, comment bien les définir, la structure, donc les trucs de base, le skill MD à la racine, les différents types, les assets, attends, je sais qu'il y a 3 répertoires, les scripts et les références. Ouais. Donc effectivement, c'est plus d'informations. Bon, après, on met ce qu'on veut en fait en sous-fichier, en sous-répertoire. Ouais. Et puis le fonctionnement technique, donc c'est ce que tu disais là. C'est bien parce que ça a été traduit en divulgation progressive en français. Donc, attends, comment on t'avait dit en anglais Progressive Disclosure, c'est ça Ouais. Et du coup, l'idée c'est que donc le skill, d'abord on en lit, on en partage finalement que la description qu'il y a dans l'entête qui se retrouve dans le contexte du LLM. Mais après, il peut aller voir justement les assets, etc. Voire après utiliser les scripts pour faire quelque chose. Donc ça explique évidemment ça. Le cycle de vie, développement, définition, les cas d'usage, automatisation, etc. Et ça parle un petit peu comment les tester, les patterns communs, ou par exemple les bonnes pratiques aussi, comment on décrit correctement dans le front matter, le header, comment on dit en français, l'entête, comment bien dire utiliser ce skill quand l'utilisateur demande à faire telle et telle chose pour que ça mappe bien entre la question, enfin la demande de l'utilisateur dans le terminal ou le front-end que vous utilisez par rapport pour qu'il puisse faire vraiment ce mapping entre l'intention et le skill qui est associé à cette intention-là. Donc un guide très complet et on reviendra après, c'est pas que sur les skills mais sur Claude Code aussi. J'ai un autre truc à dire là-dessus. Et ouais, on a et aussi... Attends, juste on n'a pas dit, mais les skills, ça sert à quoi? Ça amène c'est un peu une version un peu plus statique du RAG quelque part. C'est-à-dire que vous allez définir, mais c'est un prompt, c'est entre un prompt et le RAG en fait. Donc le prompt, vous allez le dire à chaque fois. Le skills, il va être disponible un peu comme un MCP Tools, sauf qu'il est plus statique. En fait, il décrit un prompt. Il décrit du coup potentiellement des étapes de l'algorithme qui devra être interprétées par le LLM ou de l'information, genre pour utiliser tel produit, préférer ceci, préférer cela. Et puis il y a après, avec la découverte progressive, on peut aller de plus en plus dans le détail et le LLM va décider, enfin via l'outil interne, le client, mais va décider de charger plus ou moins des informations en fonction de ses besoins. Y compris à activer le skill ou pas du tout l'activer s'il n'en a pas besoin. Voilà. Et notre ami
Alors attends, je suis Stéphane. perdu dans l'ordre. Stéphane Philippard. Juste avant de passer à Stéphane, concernant Vas-y. les skills, ils ont aussi sorti chez Anthropic, c'était à la même époque que l'article, je crois. Il y a un plugin qui s'appelle le Skill Creator de mémoire sur leur marketplace. Qui permet aussi justement de créer, améliorer, évaluer les skills. Donc il y a tout un outillage, un petit outillage qu'ils ont créé sur leur sous forme de plugin, surtout avec une skill aussi, pour aussi améliorer vos propres skills. Donc voilà, vous avez. C'est pas SkillRef, hein. Hein. Parce que SkillRef, là, le truc qui est censé valider les skills, Ouais. c'est un peu de la daube. Hein. Enfin, Non, ça fait t'as rien Skill du tout, quoi. Creator, regarde, il y a un truc, c'est Skill Creator et il te propose des commandes pour pouvoir tester, créer, etc. Et donc il peut aussi effectivement essayer d'évaluer tes skills. Après, il y a pas mal d'agents qui proposent ça. Moi, j'ai mis un article là, Ouais. qu'on verra tout à l'heure où j'explique justement, moi j'utilise Gemini CLI et où il y a aussi un skill intégré qui s'appelle Skill Creator pour créer des skills. Voilà. Et Mais qui est c'est assez génial en fait à utiliser. Mais j'y reviendrai. Après, moi, je me suis écrit un skills. Je lui ai dit, voilà, je veux que tu écris un skills. Voilà la doc, c'est pour écrire les skills. Et puis, paf, il a fait un skills. Donc, en fait, c'est très en méta, vrai, en fait, comme truc. En vrai, c'est assez Ça marche méta, bien. mais ça marche pas mal en fait. C'est ça qui est Ouais, assez ça marche bien, impressionnant. ça marche très bien. Non, c'est vrai. Et donc notre ami Stéphane Philippard, justement, nous parle des skills, de leur structure. Donc si vous voulez peut-être à la limite découvrir les skills, je dirais presque commencer d'abord par cet Oui, par article-là celui-là, avant ouais, de t'as voir raison. l'autre. On aurait pu les inverser dans Je l'ordre. suis ton skills. Et donc voilà, il parle du front matter, l'utilisation des instructions, tout ça, en Markdown, comment ça fonctionne dans Cloud AI, Cloud Code et autres, les différents répertoires, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la divulgation progressive, enfin voilà, ce qu'on a déjà à peu près expliqué, mais et il mentionne aussi Skill Creator d'ailleurs, pour la création de skills. J'avais partagé un skill avec la communauté Dev with AI et il y a quelqu'un qui m'a répondu ouais mais ton skill vu comment tu l'as partagé parce qu'il y a encore je pense des bonnes pratiques et des choses à automatiser ou à suivre par exemple pour partager un skill pour qu'il soit facilement réutilisable voire pouvoir le mettre à jour aussi par les différents outils du marché et ça il y a encore des choses je pense un petit peu perfectibles parce que ça reste encore assez manuel après des fois l'application des skills. C'est pas Sauf ceux qui standardisé. sont déjà intégrés. Donc effectivement, il y a le Skills Marketplace, je ne sais plus comment ça s'appelle, chez Cloud Code. Mais après, par exemple, il y a le projet Skills. Je ne sais plus si c'est pas les gens de Next et tout ça qui l'ont créé, qui propose un truc en NPM, qui peut l'installer partout, indépendamment de vos outils, etc. Enfin bref, c'est assez en ébullition, je dirais, ce domaine-là. Après, ce qui n'est pas standardisé, ouais, c'est la mise à jour. Après, il y a Et la mise à jour, ouais. Claude, ils ont la notion de plugin qui, eux, se mettent à jour. Et du coup, ton skill, il se met à jour via le plugin. Mais pareil, c'est Ouais. pas sûr que ça soit... Enfin, en C'est tout cas, c'est pas dans la... comme, Parce qu'on l'a pas dit, mais la ça skill, fait pas ça a partie été... de la spec. C'est une spec, Ouais. du coup. Ouais. Ouais. C'est ça. Et c'est pareil, dans Gemini CLI, on a la notion d'extension qui peut mettre à jour des choses. Et c'est checké automatiquement s'il y a une nouvelle version d'une extension. Mais c'est vrai que côté skills Vas-y, en soi... Ouais. Parle-nous-en, du coup. Bah, du coup, ouais, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est... donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais parlé de comment, en fait, on peut facilement faire... Non, bah aussi, tout est dans cet article, d'ailleurs, je crois. Comment on peut facilement utiliser... donc, LangChain4j, là, récemment, ils ont rajouté la possibilité de créer des serveurs MCP stdio, et ça fait partie de LangChain4j sans qu'on ait utilisé Quarkus, Micronaut ou autre. Du coup, c'est assez sympa à utiliser pour faire un petit serveur MCP. Et en fait, moi, je me suis amusé à utiliser JBang pour pouvoir démarrer facilement un petit serveur MCP fait avec LangChain4j et le configurer après, parce que moi, j'utilise Gemini CLI. Et en fait, je me suis dit, mais attends, en fait, plutôt que de me créer mon template de serveur MCP réutilisable, en fait, je peux créer un skill qui apprenne comment créer ce genre de serveur MCP. Et en fait, ce qui est amusant à faire, c'est que dans les outils, en tout cas Gemini CLI, et je pense que ça doit être le cas aussi Cloud Code et compagnie, c'est qu'en fait, moi j'ai développé cette capacité à faire des serveurs MCP avec JBang et LangChain4j. Et à la fin de ma session, une fois que j'ai réussi à le faire, je lui dis attends, c'est bien ce qu'on a fait. En fait, extrait
ce savoir-faire et créer un skill pour qu'on puisse reproduire ça facilement. Donc si là demain, donc il m'a créé mon skill, il l'a installé, si demain moi je veux faire un nouveau serveur MCP qui fait autre chose que le premier serveur MCP que j'ai fait, il va consulter ce skill pour ah oui, alors il faut que je crée un fichier Java, il faut que je le configure avec JBang, machin, tout ça, avec les dep, les dépendances et tout. Mais il est capable de me créer des nouveaux serveurs MCP facilement, juste en invoquant un skill et en utilisant après le LLM derrière pour faire la génération du code de l'opération de l'outil MCP qu'on est en train de créer, quoi. Donc c'est assez génial, assez méta, je trouve. Ouais. Et Donc, ça marche super bien, quoi. ça marche plutôt bien avec Claude, avec un caveat, c'est que Ouais. Claude, quand tu commences à faire des sessions un peu compliquées, t'as un mode plan et après il va te dire est-ce que tu veux que j'efface le contexte et que je parte du plan pour faire la suite, ce qui est, moi, je crois qu'Arnaud, tu es d'accord avec moi, c'est plutôt une bonne pratique. On nettoie tout, on consomme pas des extra tokens et puis il y a pas, il part pas sur une branche qu'on a explorée mais qu'on veut plus faire. Par contre, du coup, il a pas forcément l'historique. Mm. Si tu passes 2, 3, 4 opérations un peu comme ça, bah, il va falloir que tu relis ce qui a été fait là, extrait un skill, tu vois. Ça va pas être genre, ah bah tiens, tu vois, c'est Mm. pas comme si tu avais une conversation avec un humain qui a de la mémoire, Ouais. puisque tu as décidé de l'enlever, quoi. Voilà. Yes. Et du coup, bah, des skills, il y en a, ça À fleurit foison. les skills, à Ouais. foison. Et donc, il y a Julien Dubois qui nous a fait un long Un jeu de mots skills. d'ailleurs. Pourquoi? Bah, c'est J-Skill C'est et Dr. J. Skill. Dr. Ah, J-Skill d'accord. et Mr. Hyde, tu vois. Je trouvais ça pas mal, D'accord. petit jeu de mots. Donc, il a un truc qui convertit des projets Spring, JHipster en... Non, comment il fait? Il Donc, crée ça des permet de projets créer. Spring à la JHipster, mais avec un skill plutôt qu'avec JHipster, le générateur, en fait. C'est Voilà. ça. Ça permet d'initialiser des projets avec l'IA plutôt que de partir d'un template statique avec 3 milliards de boilerplate en fonction de ce que vous décidez comme je prends pas. Bon, bah là, c'est Ouais. la skill qui va vous permettre de mieux sélectionner et définir comment initialiser votre projet, les technos à utiliser, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant une alternative, hein, à ce que ça, et au final, ça génère du code JHipster à peu près, je crois. Je sais plus si c'est du vrai JHipster dedans. À la fin, j'ai pas testé là, ce qu'il aime. C'est un LLM, hein, donc... Voilà, ça faut se méfier. Mais voilà. Donc ça permet, voilà, d'avoir une appli démarrée full stack en quelques minutes, voilà, avec quelques questions sur la stack classique JHipster, Spring, voilà. Et maintenant que vous utilisez plus de LLM, eh ben, votre coût augmente et on a un outil pour baisser un peu votre coût. Je sais pas si tu veux en RTK. parler, Arnaud. Ouais. Oui, je peux en parler. Donc RTK, c'est l'idée de RTK, c'est de se dire on a bon, bien sûr le contexte, on sait qu'il est limité. Alors même si Claude et compagnie nous ont sorti les contextes à 1 million là, je crois cette semaine. Mais ça reste toujours limité et donc il faut les alimenter avec soin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on fait notamment avec la mode de tout faire en CLI, il y a beaucoup de logs, beaucoup d'outputs qui sont très très verbeuses, que ce soit n'importe quel outil que l'on va utiliser. Et donc cet outil RTK a pour but de se mettre entre le LLM et les outils. Donc ils ont une liste d'outils qui supportent, bon, qui est assez faramineuse et agrandie de jour en jour, où ils vont finalement customiser un peu ils vont filtrer les sorties de l'outil, les logs ou les outputs, etc., de manière à n'envoyer vers le LLM que ce qui a du sens. Et donc retirer le bruit qui pourrait être, puisque beaucoup d'outils en CLI restent design par défaut pour les humains, avec des logs, des jolis trucs, des jolis rendus pour l'œil humain. Là, le RTK va filtrer tout ça pour ne conserver que ce qui a de l'intérêt pour le LLM en question. Voilà. Juste pour exemple, l'exemple le plus simple, c'est LS. Donc LS qui a les droits des répertoires, l'utilisateur, la taille, etc. S'il n'y en a pas besoin, il va juste afficher la liste des fichiers avec leur taille, je crois, et du coup c'est beaucoup plus compact. Et du coup vous consommez moins de tokens puisque cette information, il faut qu'elle retourne au LLM pour qu'il puisse
décider de sa prochaine action, l'analyser entre guillemets quoi. Et donc pareil pour grep, pareil pour gitlog, pareil pour git status, etc., etc. Voilà, donc c'est un projet là qui a été démarré par Je crois que c'est des Français d'ailleurs. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est des Français. C'est Patrick je sais pas bien dire son nom, Zimkoviak. Et il y a Florian Bruno aussi également, dont on parlera tout à l'heure. Et c'est des gens qu'on retrouve, je ne sais plus si on en a parlé déjà ici, je l'avais mentionné tout à l'heure, il y a une communauté Dev with AI avec un Slack très actif, avec des gens vraiment au taquet au niveau développement avec IA. C'est super intéressant. Si ça vous intéresse de les rejoindre. Et ils font aussi des meet-up, des meet-up en ligne, ils mettent les vidéos en ligne. Il y a une conférence à la fin de l'année au mois d'octobre. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Cool, oui. Ouais. Voilà, conférence. Voilà, sinon on en a oublié, mais encore un skills pour apprendre à un agent à utiliser un debugger Java. Puisque c'est un outil en ligne de commande. C'est moi qui l'ai mis, je sais plus. En tout cas, c'est de Fujay, Ouais, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, jusqu'à présent, si on regarde tous ces outils, Gemini, Cloud Code et compagnie, en fait, ils vont rajouter les systèmes out println, ils vont faire des choses comme ça, plutôt que d'utiliser des outils éprouvés comme des développeurs Java auraient pu utiliser. Et typiquement, avec un debugger, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations. Au-delà de faire une boucle, bon, je vais rajouter encore un println parce que j'ai pas encore toutes les infos qu'il me faut. Alors que là, si on apprend effectivement un système comme ça à utiliser un debugger, il va pouvoir lancer le programme avec le debugger et inspecter vraiment tout l'état, mettre des breakpoints, etc. Et du coup, là, l'idée, c'était de créer un skill qui fait ça, qui permet d'utiliser un agent de code, le debugger, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et les problèmes qui se passent dans votre code Java, quoi. Moi, mon bémol, c'est que là, c'est encore Bruno Borges qui l'a écrit. Du coup, il l'a écrit je pense, en démonstrateur. Faudrait voir à l'usage. Concrètement, à l'usage, ça fonctionne. T'as pas confiance. Je sens bien que t'as pas confiance en Bruno. En fait, son besoin de choses à écrire. Non, mais son besoin de choses à écrire. Non, j'essayais de trouver le raisonnement que j'avais dans ma tête. Mais son objectif, c'est en gros d'écrire des articles. Du coup, l'idée est super bonne. Après, est-ce que ça fait 6 mois qu'il l'utilise en prod dans son truc hyper compliqué? Ben non, parce que il passe d'un petit projet à un autre plutôt que de rester sur un même projet à fond pendant très longtemps. Mais après, l'idée est super intéressante d'avoir une boucle plus courte, peut-être éviter d'avoir à justement écrire cette boucle de tests et de rétroaction et d'avoir le debugger qui permet d'avoir les bonnes informations plus simplement, plus nativement en fait. Donc c'est une super idée, c'est juste que est-ce que ça fonctionne bien en pratique, perso, j'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé, mais je pense que dans tous les cas, les outils, comme on discutait avec RTK, vont devoir être plus adaptés aux IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, la plupart des outils sont conçus pour le développeur humain. Il n'y a pas nécessairement des sorties en JSON, par exemple, ou des choses qui peuvent être contrôlées facilement ou qui sont très très orientées UI de manière générale. Et ça, le debugger, oui, aujourd'hui, le debugger, on sait tout, enfin, c'est douce. Les développeurs Java peuvent savoir l'utiliser, notamment via leur IDE, etc. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne interface pour un LLM. Et donc peut-être que demain, au-delà de faire une skill, il faut aussi que l'outil debugger, lui, se rende plus accessible pour ce genre d'outil, pour être beaucoup plus efficace. Bon, après, l'outil debugger ligne de commande, il n'était pas exactement human friendly. Peut-être qu'il est déjà. Mais il est déjà. Il est plus AI friendly dans le sens où il est très textuel. Donc ce qui arrange bien les LLM, quoi, même, plutôt que de driver un outil graphiquement, quoi. Ouais. Toujours dans les outils, voilà, on va parler de Cursor qui est maintenant disponible dans les IDE JetBrains. Alors c'est pas un truc sur lequel j'aurais parié. Mais c'est intéressant la stratégie de JetBrains. Donc ils avaient, vous savez, ils sont à l'origine de ACP. Tu vas me dire ce que c'est, Guillaume, je me rappelle plus déjà. Agent Client Protocol. Voilà, spécialement pour les outils, pour que l'interaction entre les agents et les outils de type IDE, voilà. Et donc là, en gros, Cursor peut être un agent
qui peut s'intégrer à votre IDE qui n'est pas Cursor en l'occurrence, mais qui est JetBrains IntelliJ par exemple. Et du coup, c'est intéressant de voir la stratégie de JetBrains qui dit utilisez les agents que vous voulez, nous on en a, mais utilisez les agents que vous voulez. Et par contre, l'IDE, il reste JetBrains et on s'intègre avec, voilà. Donc après, bah, il faut la licence, enfin il faut l'abonnement Cursor, la licence JetBrains et voilà, on en rajoute. Mais c'est intéressant de voir qu'ils essayent pas de dire non, tu utiliseras forcément les outils JetBrains. De toute façon, bon, la course est trop compliquée à atteindre. Et puisqu'ils ont vu Cursor, je sais plus combien ils feront en chiffre d'affaires, mais ouais, ils ont une belle valorisation aussi sur le marché. Ils ont une croissance exponentielle, la belle courbe qui envoie du bois, quoi. Voilà. Et moi, par exemple, j'utilise Gemini CLI qui s'intègre par ACP dans JetBrains aussi, dans les IDE. Et donc, il y a JetBrains, ils ont une registry, là, un répertoire, avec tous les clients agentiques comme ça qui s'intègrent avec ce protocole ACP dans les IDE JetBrains. Et c'est cool, ça marche bien. D'accord. Et puis, toujours au JetBrains, ils doivent utiliser de l'IA parce qu'ils ont codé un nouvel IDE. Enfin, non, pas un IDE, un ADE. Pardon. Agentic Development Environment. C'est toi qui... Non, ils l'ont mentionné comme ça, ADE, ou c'est toi qui l'as sorti Non, je crois pas, non, je vais pas inventer parce que j'aime pas cet acronyme-là, mais... D'accord. Et donc, ils l'ont appelé AIR, AIR, donc leur nouvel environnement de développement agentique. Et donc, c'est un peu, je dirais, comme la partie, je sais pas pour ceux qui ont éventuellement utilisé Antigravity là, de Google, c'est comme la partie Agent Manager. C'est-à-dire qu'on peut voir effectivement le code, mais on peut l'éditer, mais il n'y a pas toute la complétion, etc., qu'on a habituellement dans les IDE JetBrains. Donc, l'idée, voilà, c'est de lancer plusieurs tâches éventuellement en parallèle, de voir les changements, de voir les diffs. Donc c'est vraiment contrôler le travail d'un agent, lancer les différentes tâches, les contrôler, les valider, s'intégrer avec Git, etc. C'est une approche différente. C'est plus orienté agent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une liste de tâches qui tourne en parallèle. Et du coup, on a cette vue-là et on peut passer de l'une à l'autre. Ce qu'on fait en ayant démarré plusieurs Claude Desktop Claude Code ou des choses comme ça. Là, c'est un tab vertical qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Et l'autre chose, c'est que c'est intéressant parce que Claude, moi, dans ma façon d'utiliser, je vais lui parler de manière globale. Et là, il te permet de parler ligne par ligne quand même, un peu comme une pull request. Donc c'est intéressant comme interface. Je ne sais pas si c'est celle qui va marcher, mais... Bon, après, ils sont pas les seuls à faire ce genre de choses-là. Tu vois, même dans Antigravity, il y a un peu de ça. Dans même les autres produits, genre Vibe Kanban, là, c'est plus l'approche Kanban, mais je veux dire, l'idée est la même. Tu vois, c'est des agent managers, moi j'appelle ça. Par contre, donc moi je l'ai testé sur un petit projet, et mon expérience, donc ça marche, mais je l'ai trouvé très lent. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'il fait, mais dans ces boucles d'étapes, etc., j'ai trouvé que c'était assez lent et si j'aurais utilisé autre chose que ça aurait été plus rapide. Donc je sais pas trop pourquoi encore ça fonctionne comme ça. Mais sinon, après, voilà, on peut choisir... Ouais, peut-être. On peut choisir différents sous-agents. On peut utiliser du Codex en dessous, du Claude, du Gemini, le Juni directement aussi de JetBrains. Et aussi, on peut également arriver avec ses propres clés. Donc, si vous avez déjà des clés pour OpenAI ou n'importe quoi, vous pourrez utiliser vos clés et donc vos tokens sans forcément dépendre, parce que JetBrains, ils ont un abonnement AI. Qui eux après utilisent je ne sais pas quel modèle, leur modèle à eux et surtout les modèles des gros. Mais là voilà, on peut aussi bring your own key, l'approche. Et puis prochaine étape, apparemment ils vont faire aussi une exécution dans le cloud, donc j'imagine que ce serait la partie plus commerciale, payante, etc. Et par équipe dans aussi. Le cloud parce que là c'est très individuel. C'est très individuel. Alors, il y a les gens de Docker qui font de l'IA aussi.
Non mais qu'est-ce que c'est que ça, Arnaud? Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, ils font du Docker, ils ont déjà commencé il y a un petit bout de temps avec toute une gamme Enfin, de ils font produits. du Docker, les gens de Docker font du Docker, ça c'est Ah ouais, ça Il faut du arrive Docker, super bien. il faut de l'IA. Voilà. Il faut de l'IA depuis un petit bout de temps. Il y a toute une gamme de produits qui était sortie, notamment une passerelle MCP, vous pouvez utiliser pour référencer X clients MCP, les diffuser sur vos différents agents que vous avez en local. Il y a toute une partie aussi sandbox, justement, pour essayer d'isoler l'exécution des agents. Il y a toute la partie... donc moi, j'ai rejoint Docker et je vais m'occuper notamment de la partie Gordon. Gordon, c'est l'agent spécialisé pour les produits Docker pour pouvoir justement utiliser au mieux toute la stack Docker de manière efficace. Et ça repose aussi sur ce qu'on appelle Docker Agent, qui est en fait une TUI comme c'est quoi, OpenCode par exemple, donc une TUI où vous allez pouvoir définir vos agents et pouvoir les exécuter dedans, et ça peut être n'importe quoi derrière, ça peut être du Gemini, ça peut être du Claude, ça peut être, vous allez pouvoir définir vos différents agents, les interactions entre les agents et pouvoir leur déléguer vos tâches, un peu comme on a vu là pour JetBrains en version code dans le terminal. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Voilà, donc pas mal de choses qui évoluent. Là, notamment, on a communiqué là, avec NanoClo, on en a tous parlé. Il y a NanoClo, et c'est quoi le plus gros? C'est Open... Non, c'est quoi l'autre Clo? Open, c'est l'original Open. Oui, mais il a toujours des noms différents, donc c'est un peu compliqué. C'était Claude. Il y a eu pas mal de problèmes de sécu, etc. Donc, il s'intéresse aussi de plus en plus à l'isolation des agents. Donc, NanoClo a communiqué dessus assez récemment encore. Sachant que sur les sandbox, beaucoup d'acteurs font des sandbox aussi. Là, sur ce qui est fait chez Docker, il y a notamment pas que la sandbox au niveau du file system, mais aussi tout ce qui va être réseau, qui va pouvoir être géré, tout ça, ça reste important, tout ce qui est sécurité et tout. Donc il y a une isolation beaucoup plus avancée. Voilà, donc c'est un peu sur tout ça. Moi, je travaille donc beaucoup sur la partie Gordon et sur la partie Docker Agent, et puis d'autres projets qui sont secrets, mais que je peux pas. Voilà, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui évoluent. Gordon, c'est vraiment bien, parce que donc j'ai un peu lutté là, pour être très honnête, sur comment vous appelez ça, le MCP Toolkit. Ouais. Donc la gateway, la gateway c'est le projet open source, mais au-dessus il y a MCP Toolkit avec la UI. Oui. Je sais pas si c'est la UI qui m'a confusionné ou pas, mais j'attendais à ce que mes MCP serveurs ils fonctionnent dans des containers, mais en fait c'est pas du tout, ils tournent en stdio, donc quelque part sûrement dans une VM je crois, mais en tout cas je le vois pas. Et quand j'ai fini par comprendre qu'en fait tout était en stdio, qu'ils voulaient pas me le lancer ou pas, bref, j'ai fini par comprendre, mais j'ai lutté et Gordon m'a pas complètement tout résolu, mais il m'a aidé dans ce chemin difficile. Même s'il aurait pu être un peu plus... En fait, il dit assez vite qu'il sait pas. Oui. Ce qui est bien, mais bon, voilà. Il y a peut-être des petites choses à tweaker pour l'améliorer, pour qu'il sache un peu plus. Mais le fait qu'il propose et qu'il puisse faire tourner des commandes Docker pour aller analyser votre environnement, pour répondre un peu plus proprement, c'est voilà, très bien. Enfin, c'est sur le bon chemin, c'est une belle idée pour l'instant, plutôt bien exécutée. Il y a beaucoup d'améliorations qui sont bien sûr en cours, que ce soit sur Gordon ou que ce soit sur la partie TUI. Sur les MCP aussi, effectivement, il y a aussi pas mal de retours sur cette partie-là pour pouvoir l'améliorer. Donc voilà, ça évolue très très vite et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Moi j'avais une feature, je me dis, ça serait bien d'isoler. Bah oui, t'inquiète, c'est dans les profils, c'est exactement la dernière version qu'il a réalisée. C'est celle sur laquelle je suis. Je cherche. Non, en fait, elle y est pas. Donc, je sais pas. Elle est dans la doc, mais elle était pas sur ma machine. Ça dépend de la version, effectivement. Sachant qu'effectivement, le Docker Desktop, le client, je sais pas si tu utilises le Docker Desktop, lui, il est maintenant réalisé pareil toutes les semaines. Donc voilà, donc ça va très 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 vite. Tout ça. Oui, j'ai cliqué 1000 fois. Bref. Pour en parler, tu me donneras exactement ce que tu veux. Je te dirai où que c'est. Allez, on va parler de méthodologie. Avec justement un guide complet sur Claude Code, voire même trop complet, parce que je sais pas comment on utilise ces ressources en fait, pour être très honnête. Les gens qui disent voilà mes 8000 skills, voilà mes 7000 sous-agents, c'est trop quoi. Après, donc c'est Florent Brugnot qui a sorti son giga effectivement guide complet sur Claude Code. Donc 22 000 lignes de documentation, 200 templates, etc.
C'est le Jean-Michel Doudou du Claude Code. Ah oui, un petit peu. Mais c'est une source énorme qui vraiment couvre beaucoup, beaucoup de choses. Donc si vous voulez, à mon avis, c'est peut-être quand tu as une idée bien précise en tête et que tu cherches peut-être quelque chose de spécial, un besoin particulier, peut-être parce que tu es peut-être effectivement noyé quand tu vois ça, mais il y a vraiment, ça couvre tellement de sujets, ça parle même aussi, on a parlé de RTK, on a parlé, enfin non, on n'a pas parlé, mais les approches un peu méthodologiques, les spec-driven development, les choses comme ça parle en détail aussi de toutes les commandes et autres que peut faire Claude Code, des comparaisons aussi avec d'autres, ça creuse un peu dans le détail les hooks, enfin c'est énorme comme documentation, c'est un peu le truc ultimate de Claude Code. Donc si vous utilisez Claude Code, je pense que vous trouverez des choses intéressantes que vous ne connaissez pas dedans, tellement c'est énorme. Un gros boulot Il dit que c'est en 3 heures hein. tu lis. Moi, je suis sceptique. En 3 heures, je pense pas. Vu la quantité, je pense qu'il faut plus de 3 heures quand même. Désormais, Peut-être qu'au ouais, début, je pense. ça se lisait en 3 heures, peut-être plus maintenant. C'est Mais ça. Il y a Florian MCP est serveur, assez par contre. impressionnant. Oui. Donc il y a un MCP serveur que tu peux configurer pour consulter le guide ultime, quoi. Donc c'est très méta aussi, à la limite presque. C'est cool. Donc si vous utilisez en tout cas Claude Code, jetez un coup d'œil là-dessus, c'est un must, je pense. Bueno. Un article d'opinion que Katia, tu nous as trouvé, de je sais plus qui Oui, d'ailleurs. c'est le seul que j'ai contribué d'ailleurs entre les vacances et tout. Et puis je me suis submergée en fait de tout ça. J'avoue que Tu t'es noyé, tu veux dire, c'est ça? Dans en tout fait, ce truc-là. Ouais. non, je suis pas noyée encore, mais Hmm. mais Il y a beaucoup de choses qui se je suis au passent. bord de le Stack Overflow quoi. Et en fait, parce que là, j'ai l'impression, tu vois, que à une époque, quand on a commencé avec les générations de l'LM, et ça a commencé beaucoup avec des images et tout ça, et d'un coup on avait plein d'images et des vidéos et tout ça, tout le monde était waouh, waouh, waouh. Et du coup là, au bout d'un moment, là, il y en a tellement, il y a des vidéos, énormément de vidéos générées par IA, qui génèrent aussi des vidéos par IA, et que du coup, il y a plus de vidéos faites par IA que des vidéos, et que du coup, ça se perd dans tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on a d'un coup passé au code et que là, ça va être la surcharge de génération de applis qu'on va en avoir, mais des milliers d'applis. Et que du coup, faire le tri entre... Bon, bref, ça, c'est mes réflexions à moi, mais du coup, je suis vraiment overwhelmed, on peut dire, de tout ça, même si je l'utilise maintenant, et ça m'a servi beaucoup bah, pour des cas d'usage où avant, j'aurais mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, voilà, tu isoles bien un cas, tu écris le test et tu demandes à Claude ou à notre IA d'aller le fixer et beaucoup plus vite il va comprendre un code d'une librairie par exemple, il va trouver le schéma plus vite que ce que j'aurais fait moi si je devais tout comprendre, etc. Donc il y a tout ça, mais en fait là on est dans un truc qui me submerge. Et en fait, cet article-là, bah, ça m'a fait du bien de le lire parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule Ouais. à être submergée. Et puis, il y a tout... Là, on l'a pas mis. Mais il y a Anthropic qui a sorti très récemment un graphique dans lequel il disait quels sont les métiers qui vont être remplacés, pas remplacés, mais c'est genre qui sont plus impactés par l'IA, et du coup c'était genre tous les métiers des cols blancs. Donc les développeurs étaient dans l'araignée qu'ils ont fait, les graphiques araignées qu'ils ont fait. Nous on était dans les top du top. Et voilà, et du coup cet article-là, ça vient un peu dire... bah, on ne sait pas exactement encore comment ça va évoluer, mais c'est normal que vous vous sentiez aussi un peu... voilà, Overwhelmed. submergé, overwhelmed, et puis du coup, voilà. Faut aussi un peu laisser le temps, voilà, accepter le changement et y aller
elle est aussi explorer ces outils-là et en même temps aussi avoir l'esprit critique un tout petit peu. Je sais pas. C'est ce que vous avez, En ce fait, que vous c'est avez pensé. vraiment difficile. Bah, moi, je l'ai trouvé un j'allais dire naïf, mais en fait, j'ai trouvé un peu, moi, il y a quelques mois, mettons 9 mois ou un truc comme ça, où je me disais, ah, il y aura ceci. Parce qu'en fait, il décrit quand même une façon de travailler qui est très similaire à la façon dont il travaille aujourd'hui, juste il a rajouté un outil. Moi, je pense que ça va transformer plus que ça, quoi. Mais effectivement, la question de où l'humain sera dans cette chaîne de valeur, parce que je crois que en tout cas, je ne vois pas aujourd'hui l'humain disparaître de cette chaîne de valeur. C'est dommage. J'ai fait une vidéo sur la Dark Factory là, de Strong DM où ils expliquent qu'ils ont 3 mecs qui disent ils mettent les specs et puis ils consomment 20 000 $ de tokens par personne et par mois et hop, ça sort le code. Et en fait, faut que je la release, mais en fait, c'est pas que c'est du fluff, mais c'est un outil de recherche. Donc, quand ton CEO il apprend ça, il dit ah bah moi j'ai besoin que 3 développeurs et je te donne 100 000 $ par De mois et ça va tokens. suffire. Pas du tout quoi. En tout cas aujourd'hui, c'est activement exploré. Mais en tout cas, je trouvais l'article un peu en retrait par rapport à ce qu'on appelle je sais pas comment on appelle ça, la frontière, quoi, la frontière d'usage des gens, quoi. Mais effectivement, faut pas. C'est une, Il est peut-être déjà obsolète hein, comme article, hein, parce que là, c'est un peut-être peu le qu'il y a un sentiment que mois. j'avais eu, tu vois. C'est Il y comme, a un mois, ouais, bah moi j'ai le lu et puis peut-être que là, ouais, ça a changé encore mon avis en fait. Hein. Ça m'a fait du bien quand je l'ai lu. C'est Trisha Guy qui l'avait partagé sur LinkedIn. Et en même temps, là, oui, il y a d'autres gens. Plus je discute avec certaines personnes, plus je me dis bon. ouais. C'est Ken euh, Beck, hein. C'est pas non plus personne, tu vois. C'est le mec qui a travaillé à le mais pair c'est pas lui qui l'a programming, écrit etc., l'article, quoi. il est cité là-dedans, mais c'est Ah, il pas est lui qui l'a cité dedans, écrit. ok, d'accord. Oui, 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 c'est pas lui qui l'a écrit l'article, lui il a écrit d'autres choses, il a parlé d'autres choses, D'accord. mais en même temps, oui, je sais pas comment, oui, moi personnellement, j'ai du mal à me projeter et puis, en tout cas pas tout de Mais suite. attends, Et mais pourquoi? justement, Ouais. Arnaud, quel conseil tu donnerais? Parce que tu vois, le stress du chose qui bouge tous les mois, il est réel, tu vois. Hmm. Donc là, nous, on arrive à se dire, ça sera notre truc full time, donc on s'amuse, etc. Ça veut pas dire qu'on est plus productif, mais comment tu fais pour toutes les autres personnes, tu vois? Est-ce que Katia, elle se dit, attends, je me déplug, je vais me faire une pause, je vais coder à la normale pendant un mois et puis je reviens voir après. Est-ce que c'est une bonne technique? Tu vois, c'est, j'ai pas de bonne réponse, tu vois, à donner aux gens qui se disent, je sais pas, qu'est-ce que je fais, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes réponses. Par contre, ce qu'il faut se méfier, effectivement, c'est que nous, et surtout encore plus autour de la des micros, on est très très dans le sujet et très experts dans le domaine. Là où effectivement beaucoup de personnes sont au mieux informées hein, et n'ont pas effectivement notre connaissance qu'on a aujourd'hui à faire ça tous les jours, 24 heures sur 24, à suivre ce qui se passe dans l'IA. Je pense qu'il faut surtout, c'est pas faut pas se forcer, c'est-à-dire que il ne faut pas se prendre la tête en se disant je dois absolument courir derrière l'IA. Déjà, de toute façon, personne ne peut y arriver. Même nous qui y passons beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, on ne peut pas suivre. De toute façon, donc, je ne pense pas, hein, Emmanuel ou Guillaume, que vous arriviez à être au courant de tout ce qui se passe. Enfin, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et pourtant, on y passe un max de temps. Et donc, par contre, il faut Ça passe s'informer. sur mon Donc, bureau, c'est moi qui valide les news, tu vois. donc, s'il te plaît. Donc non, il faut prendre un peu de recul là-dessus. Il faut par contre ne pas être dans le déni. C'est-à-dire que oui, quelque chose se passe. Oui, quelque chose va être en train de changer et va changer de manière permanente. C'est non négociable. On ne sait pas du tout, je suis d'accord avec l'article et le fond de l'article, on ne sait pas du tout, effectivement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien. Quelle sera notre place, comment on travaillera. Après, le grand remplacement des informaticiens par les IA, bon, effectivement, hein, je pense qu'il y a encore du chemin, c'est loin d'être à 100%, c'est loin d'arriver pour demain. Il va encore y avoir beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir avant qu'on arrive à ce que les IA, enfin, moi tous les jours, elle me sort encore des trucs complètement débiles où effectivement on se dit,
bon, ça va, j'ai encore du temps avant d'être remplacé par ces conneries-là. Mais oui, c'est sûr que par rapport à il y a un an, si on regarde ne serait-ce qu'il y a un an, enfin l'évolution elle est gigantesque. Donc il faut s'informer, il ne faut pas nier que ça change, il faut s'intéresser au sujet. Donc effectivement, écouter les cascodeurs ou n'importe quelle autre source d'information qui va vous donner un petit peu un avis, un petit peu des choses à suivre. Pas chercher à tout suivre, honnêtement, c'est chronophage, c'est fatigant. Et expérimenter. Par contre, il faut essayer de se trouver un petit point d'expérimentation, un petit endroit. Et dans les entreprises, je sais que c'est compliqué, parce que ça dépend des entreprises. Certaines vont être à fond de il faut que vous codiez tout avec de l'IA et il faut que ça soit fait pour hier. Et il y en a tout un tas de contextes d'entreprise où c'est non, tu toucheras pas à une IA parce que de toute façon, la sécu, le machin, le truc, ça n'empêche pas que vous, pour votre employabilité, etc., essayez à votre temps perso de regarder. Il y a quand même des petites subscriptions gratuites ou pas chères, que ce soit des copilotes ou des trucs à 10 $ par mois ou des choses comme ça. Faites quelques tests, regardez à quoi ça ressemble, comment ça évolue. Mais voilà, il faut, je pense, prendre un peu de recul. Oui, ça change, il faut en être conscient. Moi j'ai mes gamins là qui sont à la fac, ils sont en train toujours d'apprendre des trucs basiques qu'on apprenait il y a 30 ans à la fac, les langages et machin. Moi j'essaye de leur expliquer au quotidien que ce qu'ils feront c'est pas ce que moi j'ai fait il y a ces 25 dernières années, parce qu'effectivement coder du code comme je faisais, potentiellement ils feront jamais ça de leur vie. Enfin ça sera peut-être pas du tout la même chose, mais on sait pas ce que demain sera fait, hein, parce que ça se trouve demain les IA vont toutes s'effondrer parce que l'économie va complètement dire bon bah stop, ça suffit, ça coûte trop cher, l'écologie etc. On n'en sait rien. Donc mais il restera quelque chose dans tous les cas. Donc il faut s'y intéresser. Allez, on va passer à l'article d'après qui est le Spec Driven Development, mais justement version IA. Donc il y a un des outils qui s'appelle Kiro, il y en a d'autres, hein. Et donc c'est une approche où donc c'est un article de Hippon qui dit bah voilà, le Spec Driven Development ça aide tu formalises tes exigences, ton critère d'acceptation, tes invariants, et que à l'avant tu le faisais à la main, mais bon les gens ils maintenaient pas trop le truc parce que écrire de la doc quoi, et du coup le code finissait par être la réalité. Et que les agents IA changent un peu la chose parce qu'ils savent lire et réexpliciter déjà en spec ce qui a été codé, voire même trouver des bugs conceptuels. Et puis ensuite d'avoir cette boucle où la spec pourrait devenir ton truc normalisé, et où tu fais des itérations entre l'aspect, tu dis bah voilà je rajoute telle fonctionnalité, le truc est codé et tu gères ça. Du coup ça c'est un des outils / façon de faire ça. C'est un Kiro, c'est un IDE, une CLI qui matérialise ce cycle structuré de voilà mes requirements, voilà mon design, voilà mes tâches. Et ensuite, le code c'est un quart, et donc qui est beaucoup fait par l'IA dans ce truc-là. Et puis ça reboucle. Et on met à jour un petit peu les requirements, un peu plus les designs, beaucoup les tâches qui évoluent et qui sont faites, etc. Et donc c'est un article qui explique ça, qui montre qu'on va au-delà du prompt où on dit un one-off, où on dit bah voilà fais-moi telle fonctionnalité, et puis on réécrit un autre prompt pour la deuxième. Là ça formalise un petit peu le flow, le fameux Dark Factory dont je parlais un petit peu plus tôt. Voilà, je vais pas aller trop dans le détail parce le temps passe vite, et puis Guillaume va s'auto-éjecter dans un quart d'heure. Parce que tu voulais déslopifier du texte, Guillaume, avec un ouais. skills encore. Et tu vois, en fait, honnêtement, j'utilise de plus en plus les skills, et je me fais des skills pour automatiser quand même certaines choses, certaines tâches. Donc je m'en suis fait un, par exemple, quand je partage un truc sur GitHub, il faut rajouter la licence Apache, machin, des choses comme ça. Je me suis fait un skill pour automatiser des choses comme ça, tu vois. Et là, le dernier truc que j'ai vu, c'est donc il y a un site qui s'appelle tropes.fyi. Attends, je l'ai pas mis dans le résumé, mais il est dans mon article. Si je l'ai mis, voilà, tropes.fyi, qui explique en fait comment reconnaître. Enfin, on voit plein d'articles générés de nos jours à droite à gauche, et il y a pas mal de petites choses, petites astuces pour arriver à les reconnaître. On le sent souvent quand on le lit, mais des fois, on va reconnaître facilement certains types de vocabulaire, certains tics de vocabulaire, de tournure de phrases, etc. Et l'article, le site, en question,
proposait même un fichier Markdown qu'on pouvait utiliser et récupérer. Ton article, il dit qu'il est pur slop. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Alors, je l'ai testé aussi sur des articles. Ben, alors, en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je liste justement des choses qui sont du slop. Ah, exact. Donc, le Donc, détecteur juste pour trouve... info, pour les auditeurs, pardon. Ouais, Donc, vas-y, dans vas-y. tropes.fyi, FYI, ils ont effectivement un un fichier qui détecteur. liste toutes les façons dont on reconnaît que c'est de l'IA, les tirets Ouais. longs, des tournures de Les phrases dont tu delves, reparleras, etc. machins. Ouais. Et donc, ils ont un truc pour dire, bah, est-ce que cet article a été écrit par l'IA? Et donc, je l'avais testé sur un de mes articles. Et il m'a dit, pas du tout, alors que j'avais utilisé l'IA pour m'aider, hein. Après, je Ouais. reformule à ma sauce. Et donc, je prends l'article de Guillaume en me disant, bah, avec Guillaume, il fait des efforts et c'est pas. Et donc là, il est au maximum. Ouais, parce qu'en fait, du coup, Bref. il a détecté, vu que donc je mentionne ces petits tics de langage à deux, trois endroits. En fait, Ouais. je pense que c'est à cause de ça qu'il l'a détecté comme étant 100%. Mais bon, honnêtement, je l'ai testé sur, enfin, le détecteur. Hein. Le détecteur, je l'ai testé sur différents articles. Enfin, pas forcément les miens, mais des articles que je sens écrits par l'IA ou des miens aussi que je sais que je n'avais pas du tout écrit avec IA. Et le détecteur en lui-même est pas, voilà, Ouais. il est perfectible, je pense. Mais Ouais. par contre, là, l'article en question que moi j'ai écrit, il se lit bien, il est technique, terre à terre, pratique et tout. Et il n'est pas, voilà, de nos jours, avec l'IA, machin chose, tu vois, il est concret. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, bon, j'ai utilisé le skill creator de Gemini CLI pour me créer un skill, pour prendre ce fichier Markdown proposé par ce site web-là, pour analyse le style et ne fait surtout pas comme ce document dit ça c'est de l'IA, etc. Et du coup, tu génères éventuellement un article, tu reprends ce skill-là, tu dis déslopifie-le-moi, enfin, ou les différentes Ouais. manières de l'invoquer, et il va te réécrire ton article pour être vraiment beaucoup plus terre à terre et sans blabla inutile, verbeux, comme souvent le font les LLM. Et j'ai trouvé ça plutôt assez efficace, quoi. Ouais. C'est plutôt pas mal Alors à moi, tester. juste, je vais transitionner, on va transitionner à la sécurité, mais juste moi, du coup, j'ai écrit un skill parce que j'en avais marre effectivement du ton un peu générique, donc j'ai écrit un skill en disant, bah voilà, tu vas regarder des articles de blog ou des choses que j'ai écrites et tu vas apprendre de Dans mon le même style. style. Ouais. Donc il a généré des skills avec justement, bah c'est un peu ces petites phrases. Tiens, t'as tendance à faire ces petites phrases, et puis il a aussi rajouté, bah tiens, t'as tendance à structurer, d'aller dans le concret, puis t'as généralisé. Bon, ok, très bien. Euh, je reprends encore, hein, mais au moins ça me permet de pas partir de beaucoup plus loin, quoi. Mais par Mm. contre, ce que je trouve, c'est que je pense que j'ai mal nommé le skills, mais du coup, dès que je veux écrire un truc, il dit, regardons comment t'écris, alors que c'est vraiment fait pour les blogs. Et quand je veux qu'ils m'écrivent un rapport ou qu'ils m'écrivent je sais pas, un contrat avec un NDA, ben, j'ai pas envie qu'ils l'écrivent à la façon d'Emmanuel. Et du coup, tu vois le skills qu'il génère. Alors, est-ce qu'il utilise ou pas derrière? Donc, faut que je fine-tune un peu parce que le skills est un petit peu trop utilisé. Voilà. Donc, on est encore dans l'expérimentation aussi, hein, malgré dans ces choses-là, quoi. Mm, mm. Allez, on passe à la sécurité avec un article sur OpenClaw qui a eu plein de noms, ModClaw, Claw Code, bref. Et donc c'est un agent IA autonome, mais à destination des utilisateurs finaux. Donc c'est un peu du Claude, c'est vous parlez comme du Claude, sauf que c'est connecté à, enfin, ce que vous voulez, mais une connexion à, comment ça, Telegram pour pouvoir lui parler alors que vous êtes plus loin, loin de la machine. Donc ça, c'est quand même assez utile de se dire, je peux continuer une conversation alors que je suis pas sur le même device, etc. Si vous connectez vos Gmail, il va pouvoir lire vos Gmail, il va pouvoir lire vos calendriers, les modifier. Et donc, on peut, il y en a des gens qui ont donné l'accès à plein de choses. Et donc ça fonctionne avec un peu l'équivalent de skills et d'outils, avec des sous-agents pour paralyser le code. Donc
l'opportunité est vraiment hyper intéressante parce que c'est un vrai agent qui est là pour un assistant qui est là pour vous aider. Par contre, ben, l'injection de prompt, donc les données en entrée, on en reparlera d'ailleurs dans un article après. Si votre email, quelqu'un vous a envoyé un prompt qui dit efface-moi la base de données de Guillaume et Guillaume utilise OpenClaw, ben, je lui envoie un email, ben, je vais péter sa base. Il y a pas mal de skills qui étaient malveillantes, et donc qui extrayaient de l'information ou qui faisaient des attaques diverses et variées donc de supply chain. Et du coup, voilà, entre je donne accès à mes données privées, le continu d'exécution n'est pas fiable, que ce soit du prompt ou du code, voilà. Et la capacité d'action, bah, c'est le truc, le petit truc explosif, quoi. Et puis il a une mémoire, voilà, il a une mémoire persistante, ce qui donne sa puissance d'assistant. Mais du coup, c'est pas parce qu'on le déploie en local qu'on a résolu tous ces problèmes-là, puisque quelque part, il reçoit des infos en entrée qui ne sont pas contrôlées par nous, et il peut avoir des actions sur le monde, y compris sur nos systèmes à nous. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai juste pas. J'ai des amis qui l'ont installé, mais qui ont mis pas du tout leur système à eux, qui ont testé un peu, qui l'ont vu. Ok, moi c'est beaucoup trop dangereux. En tant dev, je sais. Un non-dev va y voir que du feu et va se prendre. Bref. Donc OpenClaw, regardez, c'est fascinant ce qui se passe, quoi. Fascinant. Fascinant. Et puis du coup, on va parler d'un exemple de problème qui s'appelle, qui s'est appelé, je sais pas si ils disent clean injection ou clean ejection, parce que Ah oui. les deux seraient intéressants. Mais bref, c'est une attaque de supply chain dont Arnaud va nous parler, je crois. Oui, oui, donc celle-là aussi assez récente, dans la même lignée. Le projet Klein, c'est du JS, enfin c'est du front, qui s'est fait pirater comment? Donc, une fois de plus, un système super avancé en plusieurs étapes. Enfin, franchement, je suis admiratif hein, quand on voit la manière dont ils ont géré ça. En gros, ils ont commencé par détecter que sur le projet en question, ils avaient mis en place il y a quelques mois une revue des issues via Claude, je crois, donc via une action qui appelle un agent d'IA. Cette action a été configurée de manière un petit peu trop laxiste, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est la Claude. Et donc, où ils l'activent sur tous les utilisateurs. Donc, n'importe quel utilisateur qui crée une issue, bah, ça appelle l'IA Claude pour faire une revue de l'issue qui est ouverte. Et en plus, ils avaient donné à cette action à peu près tous les droits, enfin beaucoup trop de droits. Donc, elle pouvait faire des read, write, machin, etc., de l'exécution. Donc, une catastrophe. Ce qu'a fait le hacker, c'est Je qu'il crois a que ça, c'est remonté. l'action Cloud Code elle-même en gros, qui laissait l'installation au sein du container qui tournait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que Ils je l'ont l'interprétais, configuré mais pour. Enfin, ils l'ont configuré pour l'autoriser à faire des choses dans le container. Ils l'ont configuré pour. d'accord. Et donc, en fait, ce qu'a fait le hacker, c'est qu'il a fait passer une payload via le titre de l'issue, donc où il a dit en gros, bah Ouais, tiens, vas-y quand, qui était injecté. je t'injecte dans le titre le fait d'installer quelque chose, et donc c'était quelque chose qui était alors en plus il y avait un typo squatting, donc il a fait un fork du repo dans lequel il a dit d'aller installer un truc. Enfin bref, c'est vraiment bien foutu, ce qui fait que l'IA elle a vu que du feu, elle a fait un npm install sur le contexte de la CI dans l'exécution C'est de ça, Claude. c'est Ouais, c'est ça, glutobaction.cline. Donc le mec, il se dit c'est bon. glutabaction.clean. Donc l'IA n'a même pas tické, machin, etc. Donc il installe clean, machin. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, en plus, donc sur les CI comme GitHub et tout ça, bon, on gère des caches en général pour les NPM, les nodes installés, les répertoires nodes et tout ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour s'assurer qu'ils puissent contaminer l'ensemble des agents de la CI et non pas que ce nœud dans lequel s'exécute l'IA, parce que ça, celui-là, il est jeté à la fin, donc on s'en fout, mais pour empoisonner le cache, ils ont mis dans leur installation quelque chose qui a rempli le cache de GitHub de manière à ce que ça invalide tous les anciens caches et qu'il ne reste que le dernier qui est le leur, celui où ils ont donc contaminé le node module avec le hack en question.
Donc ils font ça. Ce qui fait qu'après, quand la CI, ils ont une CI toutes les nightly, toutes les nuits, qui va faire des releases alpha ou je sais pas quoi, qui fait une release automatiquement du projet toutes les nuits, bah, se déclenche. Elle va récupérer le node module qui est empoisonné de ce hack, qui donc lui va aller hacker le package JSON pour demander d'installer OpenClaw dans les actions Non, là, c'est dans pas les. ça. Je crois ils ont récupéré les release tokens Oui. à cet endroit-là. Oui, c'est ça. Et après, ils Ah oui, ont ils ont mis à jour exfiltré. ce package.json Oui, qui, c'est lui, ça. sera exécuté chez les gens qui téléchargent Cline. C'est ça, ils récupèrent et ensuite ils ont mis à jour et qui lui va installer OpenClaw quand tu installais le client 2.3.0. Ouais. Enfin, c'est quand même super malin parce que tu as quand même 4-5 niveaux d'attaque pour réussir à faire tout ça. Bon, au final, ils ont installé OpenClaw sur, donc, je sais pas, 3000 personnes, je sais pas, 4000 milliers de personnes. machines. Je sais pas s'ils en ont fait quelque chose des installations d'OpenClaw, s'ils avaient réussi à les exploiter, j'ai pas vu. On n'a pas vu, j'en ai pas vu après OpenClaw, vu que c'est ouvrir comme le vent, voilà, C'est ça ça. n'augurait rien de bon, mais moi, ce que je trouve incohérent, c'est que c'est extrêmement sophistiqué dans son enchaînement, donc Ouais. ça a été très réfléchi. Ensuite, il installe OpenClaw et il en fait rien, c'est C'est chelou, étonnant, quoi. ouais, c'est étonnant. Étonnant. Mais, bon, là, c'est OpenClaw, mais ces attaques de supply chain, vous allez en avoir potentiellement. Donc, C'est ils ça. expliquent comment les équipes de Klein ont fait de les mitigations, notamment un truc Ouais. que je comprends pas, qui est le Adopt OIDC Provenant Attestation, qui évite les tokens longs et donc qui C'est que permet c'est au niveau de de... l'infrastructure qu'ils doivent se connecter pour pouvoir Bah, se publier et non plus faire des tokens. Ouais. je pense que c'est un peu comme comment ça s'appelait, le Six Store, où ils génèrent un nouveau truc Oui. juste pour la création, un truc comme ça. C'est Bref. l'équivalent. Ouais. Tu utilises OITC Mais pour pouvoir là, c'est du taf, hein. On se dit, récupérer ta loi. je vais aller plus vite avec un truc d'automatisation dans mes PR pour pré-filtrer. Et en C'est fait, ça. mais par contre, il faut aussi avoir sécurisé à Donf sa supply chain, quoi. C'est ça. C'est Et chaud. donc méfiez-vous en installant effectivement tous ces outils orientés IA. Voilà, il y a un risque derrière si vous sécurisez pas suffisamment les inputs, les droits d'accès, machin, etc. Encore plus sur des projets open source, voilà, où c'est ouvert à tout vent. Enfin, c'est très très dangereux. Ouais. Allez, on va passer à la loi société organisation. Donc, c'est un agent qui était autonome et qui s'est mis, parce que sa mission c'était de contribuer, enfin avancer sur un problème qu'il avait détecté un problème dans une dépendance. Il a ouvert une pull request, il a fait sa pull request a été refusée parce que la politique dit qu'ils prennent pas des pull requests d'agents. Et donc l'agent, pour essayer de réussir, s'est mis à analyser qui avait fermé sa pull request, trouver qui c'était, publier un blog pour le shamer en disant ouais c'est un scandale, il a fait ceci, c'est un complètement hypocrite, etc. Et donc le bot il a fait ça de manière autonome parce que son objectif c'était d'atteindre de pouvoir faire ce commit là. Et du coup il s'est construit une attaque ville tout seul comme un grand. Et du coup, cette autonomie qu'on lui a donnée, parce qu'on lui a dit, voilà ta spec, je veux un outcome que je vais valider, derrière tu fais ce que tu veux, moyennant quelques contraintes un peu arbitraires, le bot, il a attaqué complètement le truc. Et donc, ce que ça montre, c'est cette faille de validation qu'on a aujourd'hui, puisque le bot, il a fait son job, quoi. Bon, après, ses méthodes sont questionnables, mais il a fait son job et du coup, il n'y a pas eu d'éléments de validation intermédiaire pour avancer, quoi. Non. Mais du coup, je sais pas, ça devait être peut-être OpenClaw ou un truc comme ça, parce qu'il avait quand même une énorme autonomie, puisqu'il s'est Oui, dit, je déjà, pense. il pouvait bloguer, donc c'est un peu chaud. Ça, Ouais. c'est la partie un peu bizarre de l'équation, mais... Et surtout, il a fait ses recherches en autonomie sur la personne pour définir son truc. Donc c'est assez intéressant, quoi. Voilà, sinon le gouvernement français, en tout cas data.gouv.fr, explore les MCP. Hmm.
avec un serveur MCP. Donc, ils disent attention, c'est que l'expérimentation, mais qui du coup expose les données de data.gouv.fr et du coup, un agent va pouvoir, enfin plutôt Ouais. oui, enfin, disons un client Oui, MCP, donc notamment Claude ou ce que vous voulez, va pouvoir explorer ces données-là et les manipuler et les découvrir, etc., etc. Donc voilà, c'est intéressant. Guillaume a découvert ça, a même fait une petite PR pour correction. les améliorer. Voilà. En tout cas, le code est public, donc vous pouvez aller explorer ce qu'ils ont fait sur là-dessus. Ça change du fichier .pdf pour dire j'ai ouvert les Eh oui. données, quoi. L'État avance, et c'est bien, voilà, faut le souligner Ouais, quand ils sont absolument, ouais, absolument. moteurs. Et on n'en a pas parlé, mais il y a le Pentagone qui a défini Claude comme non, Anthropic, pardon, comme Ouais. une vulnérabilité d'état de la chaîne d'approvisionnement. Du coup, Claude Mm. n'est plus utilisable par le gouvernement. Le Non. gouvernement américain, non, pas en tout cas par le Pentagone. Le gouvernement américain essaie de faire pression pour que tous les gens qui font du deal avec les gouvernements américains ne soient plus autorisés à utiliser Claude. Bon, bref, Trump s'est fâché avec les mecs d'Anthropic C'est ça. et il passe un sale quart d'heure pour l'instant, donc ils se mettent à contre-attaquer, je crois, en justice, parce que c'est a priori un peu illégal. Mais ce qui est Un peu intéressant, abusif, c'est mais ouais. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai trouvé un article d'un chercheur en théorie des jeux qui a Mhm. justement utilisé OpenAI et Anthropic, enfin Mhm. ChatGPT et Claude et Gemini sur, ben, tu es en contrôle, parce que ça pose la question, le Pentagone il utilise pourquoi Claude là, pour que ça ait Mhm. fait du rififi là. Et donc, ce professeur là qui est au King's College à Londres, du coup, a fait faire du raisonnement stratégique par les LLM sur voilà des scénarios. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Donc c'est un peu Wargame pour ceux qui sont assez vieux pour avoir vu ce film. Et, sauf que c'est fait avec Claude et etc. Et Mhm. donc il voyait un peu les différences entre les différents LLM, mais il y en a beaucoup qui ont quand même appuyé sur le bouton nucléaire en disant bah bon après globalement il faut leur montrer le truc sinon on s'en sortira pas et donc ils ont choisi d'appuyer sur des boutons nucléaires stratégiques. Donc dans le nucléaire il y a le nucléaire tactique où on est là pour défoncer je sais pas une base etc. On Mhm. utilise une bombe nucléaire, ce qui a pas été le cas pour l'instant sur la Terre, mais on sait que c'est des choses qui existent dans les arsenals des grandes puissances. Et le nucléaire stratégique, c'est genre, ben, on sature un pays de bombes nucléaires pour que on le raye de la carte. Et du coup, ça, c'est la déterrence par l'arme nucléaire. Du coup, voilà, d'abord Claude jouait sur la confiance, a essayé de construire la confiance avec l'adversaire avant Mhm. de les trahir pour aller plus vite qu'eux. Du coup, l'adversaire avait du mal à suivre en disant ah non, ils ont pas dû faire ça pour ceci, etc. Ça ressemble bien à J'ai, Claude, hein, qui dit toujours oui, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Puis après, c'est toc que- toc, le truc, il crée des oui, tests, test trou égale sauf trou. Enfin, Sauf que Claude, là, c'était un choix délibéré de stratégiste. Donc, c'était pas fait exprès. Il disait, voilà, dans ma stratégie, je vais faire le gentil, puis après, je vais aller plus vite et il va pas comprendre ce qui lui arrive. GPT plutôt passif, genre non, on va pas quand même pas envoyer des bombes nucléaires. Et puis d'un coup, il s'énerve et pouf, il envoie les bombes nucléaires sous la pression de temps notamment. Gemini a fait comme Trump, il utilise la théorie du fou, donc pas inventée, mais en tout cas popularisée par Nixon, Richard Nixon, sur ben, si les gens ne savent pas que je suis capable de tout, enfin si les gens croient que je suis capable de tout, ils ont peur un peu de toutes mes réactions, donc il faut montrer ça. Voilà, mais en tout cas, ils ont traité les armes nucléaires de manière pas sacrée comme nous on pourrait le faire, mais de ouais. manière assez désinvolte. Voilà, donc 75% des scénarios ont atteint des menaces nucléaires stratégiques. Donc stratégique, c'est-à-dire on envisage de défoncer le pays en entier, quoi. Ah Donc bah, voilà, c'est ça. On se dit l'autonomie, l'humain dans la boucle. Voilà, il y a des besoins, quoi. c'est Voilà. ça.
Et puis un dernier article, l'autre était pas exactement joyeux non plus, mais un dernier article un peu triste. Mais bon, ça valait le coup de le noter. Alors c'était en janvier, je crois, mais Gladys West qui est décédée, c'était une on y reprend. Mathématicienne qui a été pionnière sur tout ce qui était le GPS à l'époque. Et donc elle a disparu à l'âge de 95 ans. C'est elle qui a fait les calculs de modélisation de la Terre qui ont été fondamentaux pour créer tout ce qui était les théories autour du GPS et tous les calculs autour du GPS. Voilà. Donc il raconte toute sa vie. Donc voilà, c'était intéressant une fois de plus de rappeler que ces femmes et ces grandes femmes ont contribué énormément à notre domaine. Et voilà. Et que donc il faut les soutenir. Et donc voilà. Ouais. Tous les cœurs pour Gladys. Allez, on va passer aux conférences, juste pour vous dire qu'il y a des conférences. Il y en a plein, il y en a plein tout le temps, partout. Voilà. Mais juste, on a lancé, du coup, les gens de Devox France ont eu la gentillesse de me dire, tiens, Chiche, tu veux pas faire en gros, une chaîne YouTube pour Devox France? On a envie d'avoir une visibilité un peu plus dans le long terme, pas juste pendant Devox France. Du coup, on a monté un studio. Ils ont mis l'argent, les moyens, le temps, voilà. Et du coup, on a monté un studio. On a pris Arnaud comme testeur, comme cobaye. Donc, il a fait le premier. Je vais faire les premières vraies officielles interviews, même si la tienne était tout ce qu'il y a de plus officiel au final. Mais les non-bêta-testeurs demain, voilà, pour information. Et du coup, vous pouvez aller sur le YouTube de Devox France et il y a comment on appelle ça, une playlist qui s'appelle le Studio Devox, avec ce qu'on a fait. Donnez-nous du retour, des idées d'interviewer, de sujets, comment vous nous contactez. Écoutez, je sais pas, vous trouvez, allez sur Twitter, vous allez sûrement trouver voilà. Sur Twitter, tous les vers, sur X, Blue Sky, etc. C'est ça, Blue Sky, etc. Ça nous fera plaisir d'avoir votre retour. Et voilà, et ce qu'on va essayer, c'est d'interviewer notamment des speakers de Devox et puis au fur et à mesure de l'année de vous transmettre ça. Donc un peu peut-être sur des sujets intemporels. Alors avec l'IA, ça devient compliqué. Mais voilà, on va voir comment on se débrouille. Et je vais commencer notamment par les keynoteurs qui nous expliquent un peu leur perspective un peu plus détachée du quotidien de la technologie. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis, c'est un épisode. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à parler, à vous enregistrer, souscrivez au Cascodeur. Allez sur patreon.com/lescascodeurs pour nous aider financièrement là-dessus pour qu'on puisse continuer à travailler sur ces podcasts et les faire. Et puis, quoi d'autre? Parlez-en à vos voisins, collègues, pour qu'ils découvrent un podcast qui peuvent les aider. Là, on parle pas mal d'IA. Je sais pas si ça vous énerve ou pas, mais en même temps, on parlait de rester à la pointe sans vous cramer. C'est peut-être l'équilibre qui est pas mal. Donc, nous, on fait l'effort. On est un peu à la pointe. On vous parle des choses qu'on trouve intéressantes. Ça vous permet d'avoir des mots-clés accrochés dans votre cerveau et d'aller zoomer quand vous en aurez besoin, en fait. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Voilà. Allez, bon mois, bonne semaine à tous. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. podcasthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr